Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce Hub Talk luxe, mode, beauté et e-commerce. Quelles spécificités et quelles innovations, vous le savez, voilà, c'est au cœur de notre approche au Hub et à la vôtre aussi, et en partenariat évidemment avec TikTok, Artefact, Dash Hudson, Brandwatch, 55 The Data Company et ClearPay. Merci à eux de ce partenariat qui nous permet de vous organiser cet accompagnement et ce Hub Talk en particulier. Moi, c'est Guilhem Caderet, je suis Senior Content Manager au Hub Institute et j'aurai la joie de vous accompagner ainsi que nos intervenants, nos speakers lors de cette matinée. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, plutôt pour ceux qui connaîtraient peu ou pas le Hub Institute, nous sommes un think tank de référence sur la transformation digitale autour de 3 écosystèmes. L'écosystème qui porte aussi notre ADN historique, c'est celui du digital business, de l'économique. C'est aussi l'organisationnel, le management. On l'a vu au sortir de la crise de Covid, qui a été particulièrement prégnant pour toutes les entreprises, tous les secteurs, toutes les verticales. Et évidemment, le sustainable, qui est vraiment systémique au cœur de toutes les organisations, que ce soit industriels, élus locaux, mais également start-up qui font du sans couture. Alors, plus de 100 événements par an. Alors, vous l'avez vu, hybride, 100% digital, et bientôt le retour au physique, webinaire, conférences, learning expédition. Ce sont aussi plus de 15 rapports annuels toute l'année via nos analystes qui travaillent sur les différents secteurs, mais aussi plus de 600 articles de tendance qui prennent énormément de formats, livres blancs, interviews, vidéos. Alors, ce sont plus de 120 entreprises qui sont membres du Hub Institute. Alors, pourquoi pas vous? N'hésitez pas à solliciter les membres et les acteurs du Hub Institute dans le chat si vous souhaitez adhérer, en tout cas vous renseigner. Le Hub Talk 2021 et ce qui nous attend cette année par secteur, vous le savez, on est transverse, donc de la banque et assurance en passant évidemment ce matin par exemple avec luxe, mode et beauté, mais aussi l'industrie 4.0. Tous les secteurs sont pris en compte par le Hub Institute, mais aussi tous les verticales métiers, marketing, à la supply chain, en passant par les RH et le management. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à l'inscrire dans vos agendas. Notre prochain rendez-vous, c'est le Hub Talk Banque la semaine prochaine, banque et assurance, on le précise, maîtriser l'omnicanal du marketing à la vente, mardi 29 juin, de 9h à midi. On vous attend. Enfin, et surtout, posez vos questions. Voilà, c'est un Hub Talk, un webinaire qui se veut vraiment interactif. Alors, n'hésitez pas à répondre au sondage, à poser vos questions. Il y a tout autant d'onglets prêts à cet effet pour pouvoir nous solliciter les speakers et avoir vraiment cette notion d'interactivité et pour avoir cette notion d'échange et pouvoir faire remonter à la fois vos ressentis, les nôtres, et puis surtout pouvoir avoir derrière de vrais impacts sur vos business respectifs. Je précise que les présentations sont accessibles aux membres et que le replay sera disponible à la suite de ce Hub Talk. Évidemment, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Hub Talk sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Nos intervenants, ils sont prêts, ils sont là. Nous allons les suivre tout au long de la matinée. Et avant de leur laisser la parole, moi, je vous propose une petite revue des tendances et innovations sur ce marché du luxe, de la beauté, avec quelques chiffres clés, quelques figures pour donner un peu à voir ce qu'il s'est passé au sortir de cette année évidemment inédite, avec 2 fois plus de contributeurs au chiffre d'affaires qu'en 2019. On voit 23% du chiffre d'affaires réalisé en digital, donc vraiment une force du digital très importante. Quand on fait versus 2019, 12%, on gagne plus de 10 points, ce qui est très conséquent, et aussi des prévisions très importantes avec du CA de e-commerce dans le secteur du luxe qui est multiplié par 3. Donc voilà, on le voit via les sources McKinsey, mais aussi par les différents rapports d'activité qui sont sortis par les grandes maisons. Je pense à LVMH, je pense à Kering. Voilà, donc la cosmétique, portée également par le digital, avec des spécialistes comme Yves Rocher, où on voit plus de 700 000 abonnements. On voit aussi Amazon, mais aussi Aromazone qui gagne énormément aussi. Plus de 2,5 millions de nouveaux acheteurs de cosmétiques en ligne sur les sites e-commerce. Donc, il y a une vraie nouvelle approche à adopter vers ce commerce qui se veut hybride, avec cette possibilité de pouvoir donner à voir et surtout donner envie de passer à l'acte d'achat. Et plus d'1,2 million de nouveaux acheteurs de cosmétiques en ligne sur 2020 avec les sites e-commerce des spécialistes.
Alors, ce qu'on vous propose, ce n'est pas exhaustif, mais c'est de vous donner à voir l'état de l'art aux sorties du second confinement, donc de mars, grosso modo, à maintenant, avec voilà, 4 tendances qu'on a identifiées au Hub Institute avec nos analystes. Le reboot, évidemment, comment on passe à Next Economy, comment on passe au l'après Covid-19. Le commerce hybride, voilà, qui est considéré comme un passage un peu obligatoire, qui a aussi voilà, ses obligations, ses nécessités, mais qui n'est finalement pas qu'une voie de transition temporaire. Au contraire, il va falloir y rester sur le commerce hybride. Et comment? On va un peu le montrer par la preuve avec des exemples. Nouveau storytelling, évidemment, commerce hybride oblige, on est obligé de prendre la parole différemment. Et enfin, le positive impact, c'est systémique, on sait, ça touche toutes les industries, et en particulier le luxe qui revoit parfois même sa raison d'être. On va y revenir dans un instant. Alors voilà, une dizaine de minutes où je vais vous dresser les différentes tendances qu'on a identifiées au Hub Institute avec ce reboot où on voit clairement que, avec l'exemple du printemps qui est assez prégnant, puisque voilà, il a rouvert ses portes récemment et il est confronté à une nouvelle donne qui est celle de se dire, voilà, les touristes étrangers, avant qu'ils reviennent, il va falloir patienter un petit peu, ça va être au compte-gouttes, donc pouvoir se réadapter, pouvoir engager finalement le tourisme local, qu'il soit parisien ou plus provincial, et pouvoir se confronter à cette nouvelle donne et s'adapter. Alors c'est Printemps voilà, qui mise sur la boutique en tant que véritable monument parisien. Maintenant, on s'y rend pour se rendre au restaurant, au Perruche, voilà, sur le rooftop, et visiter le monument en tant que monument et en faire un endroit de visite et de sortie. En vrai, visite lifestyle finalement. Les conséquences, ça va être aussi un assortiment différent à modifier avec des vrais enjeux de relocaliser la clientèle. Et enfin aussi des gros rendez-vous streaming. Un qui a lieu aujourd'hui à 18h aujourd'hui par le printemps avec des rendez-vous en one-to-one et ça a lieu dès aujourd'hui. Ils font beaucoup de communication autour de ces nouveaux rendez-vous de streaming en live et en one-to-one pour aller chercher aussi les audiences. Alors, il y a aussi LVMH, on le sait, on sort le Hub Institute de Tours Explorer qu'on a effectué pendant 3 jours B2B au Viva Technologies. Et ça a été l'occasion pour des grandes maisons, LVMH, de s'associer par exemple à Google. Un peu à l'image finalement de ce que fait Carrefour avec Google, c'est-à-dire aller vite, bien, efficace. Quand on n'a pas nécessairement le temps ni les ressources pour pouvoir optimiser sa data. Voilà, on s'associe avec ce qui se fait de mieux, avec le data-driven, de manière à être vraiment data-driven pour LVMH. Et voilà, besoin de progresser rapidement. On s'associe du coup avec Google pour pouvoir toujours mieux, on le sait, on les connaît, personnaliser, optimiser, que ce soit l'expérience client en personnalisation, l'optimisation des chaînes de production. Voilà, on connaît tous ces enjeux et on a besoin de réagir vite. Alors l'association à Google pour pousser sa puissance en termes d'intelligence artificielle a paru être la meilleure option pour LVMH. LVMH, toujours, voilà, qui a dégagé ce qu'on pourrait considérer maintenant comme une véritable nouvelle raison d'être, voilà, avec cette tendance très présente à Vivatech de l'impact positif sur les business des différentes entreprises et l'intégration du coup de cette notion, de cette dimension sustainable dans une véritable démarche d'éco-conception en ce qui concerne LVMH, pour aller vers un luxe qu'ils appellent le luxe nouveau. Voilà, donc un rééquilibrage qui doit se loger dans l'action de manière à être circulaire entre la nature et voilà, le génie humain, je cite. Ferrari, alors intéressant l'exemple de Ferrari qui est un vrai exemple voilà, d'évolution du modèle d'affaires finalement, puisque la marque au chevron a décidé de transformer vraiment sa marque automobile, pas encore tout à fait transformée, puisqu'on l'évalue à peu près 10% du CA en moins de 10 ans, mais quand même voilà, une évolution vers devenir aussi une marque lifestyle. Alors, il ne s'agit pas de produits dérivés où on poserait simplement le logo de Ferrari. Il s'agit vraiment de créer, de pousser un décilotage du luxe de la marque Ferrari afin d'apposer et de créer elle-même ses vêtements en véritable designer en tant que Ferrari, véritable styliste et créateur. Donc ça, c'est des objectifs vraiment très, très intéressants à suivre, de devenir une marque lifestyle pour conquérir aussi, on le sait, des jeunes, génération Y et Z, qui sont peut-être moins séduites aujourd'hui, ceci l'air du temps, peut-être moins séduits par l'automobile et ce qu'elle peut éventuellement représenter pour cette génération.
Baccarat, tout autre voilà, domaine, mais tout de même voilà, dans le sens où on sort de sa zone de confort. Alors Baccarat avait déjà fait l'expérience de sortir une tour à New York City en 2015, donc c'est moins sans transition et c'est moins brutal que pour Ferrari qui a vraiment sorti sa nouvelle marque en juillet. Mais là, on est quand même dans on voit un univers de marque qui vient s'affranchir finalement véritablement d'un produit pour proposer une expérience sur des business qui, eux, sont assez loin du métier de base. Donc, c'est le cas avec Baccarat. On voit quand même dans le design de l'appartement, avec les photos qu'on voit, qu'il y a beaucoup de verre et on retrouve quand même l'ADN, évidemment, de la marque. Mais il s'agit tout de même de réinventer un véritable modèle, donc très intéressant aussi à suivre. La tendance numéro 2 qu'on détecte et qu'on voit, évidemment, c'est le commerce hybride avec Bombezer qui propose du multi-streaming. Alors, cette startup, elle a été lauréate du LVMH Innovation Award à l'occasion du Vivatech, et elle se spécialise dans le live stream shopping, avec cette façon de pouvoir permettre aux marques d'organiser des sessions de shopping en ligne, en direct, avec des influenceurs ou des vendeurs. Ordre industrialise aussi le showroom virtuel avec cette possibilité d'avoir une visualisation à 360 des collections pour les professionnels et le e-commerce. Et on voit que le prix de revient il est très, très intéressant avec moins de 5 000 € pour 75 modèles disponibles ultra rapidement. Donc là, il y a vraiment une démarche qui est vraiment une économie d'échelle très, très intéressante avec Ordre. Wikiparfum, alors là, le sujet, on est au cœur du commerce hybride et de ce qu'on pourrait considérer comme des limites et finalement pas, ou peu en tout cas, c'est le sentiment de Wikiparfum avec une énorme base de données qui va vous permettre de pouvoir concocter le parfum qui vous paraît être le plus sur mesure avec vos envies, avec vos goûts. Alors il s'agit par exemple de renseigner le parfum que vous portez actuellement, votre préféré, et là Wikiparfum va vous sortir les différentes composantes de ce parfum de manière exhaustive, de manière à ce que vous puissiez les reprendre et composer votre propre parfum. Alors, il y a une autre entrée, c'est celle de pouvoir aussi rentrer des matières premières qui vous sont chères, que vous aimez, que vous appréciez, par exemple de l'agrumes, de la frangipane, et ils vont vous proposer, pourquoi pas un parfum associant ces deux matières premières. Il faut voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un moyen intéressant de pouvoir rendre le commerce hybride beaucoup plus efficace, impactant, et à disposition des nouvelles tendances de consommation. Alors, net-à-porter, très intéressant aussi. Là, on est dans le commerce plus conversationnel. Alors, ce commerce conversationnel, on lui porte, et à raison, des velléités d'être aussi un commerce qui rend des services, mais c'est aussi un vecteur qui va permettre de fidéliser, d'encourager, d'engager des communautés en l'occurrence, fashion addicts, en sollicitant ce qu'on appellerait les extremely important people qui vont être cooptés pour rentrer dans un groupe plus fermé des dernières tendances. Donc, on est vraiment dans l'univers Happy Few, cooptation, de manière à recevoir les dernières notifications et pouvoir se démarquer. Donc là, c'est aussi un moyen de pouvoir aller chercher l'audience, la fidéliser. Troisième tendance sur 4, c'est les nouveaux storytelling. Qui dit nouveau commerce hybride, ça a des conséquences forcément sur la façon de communiquer, raconter les choses de manière peut-être différente, et en particulier les défilés. Avec plus d'un an sans Fashion Week, il a fallu écrire, produire aussi différemment. On l'a vu avec Saint-Laurent qui invente le défilmé pour les Fashion Week virtuelles, en consultant directement les artistes pour signer des films. Donc là, on est vraiment dans la production pure de vidéos, de films qui engrangent derrière énormément de vues, avec des audiences, vous le voyez sur YouTube, qui enchaînent les 3,7 millions de vues, puis 5, puis 10. Donc peut-être un nouveau moyen de communiquer aussi autour des défilés, et qui ne serait pas réservé qu'en temps de Covid ou de confinement. Les marques de luxe, elles investissent aussi des nouveaux canaux. C'est le cas avec Clubhouse, qui se traduit par une présence sur ces canaux, en invitant à la conversation des personnalités qui peuvent être des sponsors, des partenaires. Et c'est le cas de Squad Talk avec Breitling. C'est aussi le cas de Guerlain, mais aussi de Versace, qui viennent poser éditorialement aussi autour de l'empowerment féminin, pourquoi pas des sujets de manière à engager aussi leur communauté. Alors,
aller sur les nouveaux canaux ou ne plus y aller du tout, se supprimer des canaux existants. C'est aussi ce qu'a décidé de faire Bottega Veneta, et ce qui correspond finalement aussi à l'approche de son directeur artistique, qui est vraiment une approche très minimaliste. Donc, en ligne avec cette approche, voilà, Bottega Veneta a décidé de supprimer l'ensemble de ses canaux réseaux sociaux de manière à ne plus communiquer que par les autres, pas le bouche à oreille, mais faire communiquer les autres sur sa propre marque. Et il faut croire que ça marche puisque ça a eu un certain retentissement, buzz. Est-ce que ça va perdurer? Affaire à suivre. La dernière des 4 tendances qu'on vous propose ce matin, et je laisserai la parole à nos speakers, c'est le positive impact. Voilà, la beauté qui approfondit l'éco-conception avec voilà, plusieurs choses. L'abonnement, on sait, ça va pouvoir permettre aussi de recharger un système d'abonnement. Il y a ça existe, on le connaît. Mais il y a aussi voilà, Juni Cosmetics qui nous propose de revenir aux fondamentaux, aux basics, avec voilà, des rouges à lèvres qui sont conçus en aluminium, 100%, comme les premiers rouges à lèvres l'été, avec un recyclage possible à l'infini grâce à l'aluminium, à contrario du plastique, on le sait. Et aussi la société danoise qui rend son eyeliner véritablement plantable, avec en bout du eyeliner la possibilité de planter le eyeliner et d'en faire vivre un arbre dernière qui contient du coup des graines, et ça c'est aussi très intéressant de le voir dans le domaine du luxe. Nona Source, intéressant aussi, qu'on a repéré au Viva Technologies et qui permet aussi voilà, de redonner vie et de donner accès en fait à des jeunes créateurs, à ces tissus qui sont un peu voilà, pas les monogrammés, mais en tout cas tous les autres, et leur donner accès à ces tissus pour un prix assez modique, de manière à pouvoir les faire revivre et tourner autour de 12 € le kilo, et de pouvoir leur donner un projet derrière, tout avec un cahier des charges et des vidéos en ligne pour pouvoir évaluer le produit, qu'il soit froissé ou tourné autour du cou du mannequin, pouvoir évaluer la valeur du produit, ce qu'ils peuvent en faire, et derrière lui redonner une vie. Et enfin, la dernière illustration des tendances, c'est celle de Reflun. C'est assez intéressant de pouvoir voir que donner cette seconde vie, c'est aussi le grand public, en tout cas les consommateurs qui peuvent le faire, voilà, en allant avec cette possibilité. Alors Reflun, c'est quoi? C'est la possibilité qui est donnée aux marques d'installer sur leur site un véritable bouton, un widget finalement, sur lequel l'acheteur peut cliquer de manière à pouvoir revendre ce qui est inscrit dans sa liste d'achat récente, de pouvoir revendre le produit en question sur un des 20 sites partenaires de seconde main. Voilà, on sait, le site de seconde main n'a pas forcément bonne presse auprès du marché du luxe, et maintenant il y a une manière circulaire, intelligente de le faire fonctionner, c'est-à-dire de donner l'occasion à ses propres acheteurs de revendre voilà, les produits, et en contrepartie de pouvoir recevoir soit une valeur marchande, soit un bon d'achat de la valeur 110% du produit vendu. Alors ça va permettre, et c'est ce qu'on voit, c'est plutôt le bon d'achat qui est sollicité par les revendeurs, et ce qui permet aussi pour les marques d'avoir un suivi finalement de leurs clients et de voir un peu le suivi des datas et la vie aussi de leurs produits via ce marché de seconde main. Voilà, nous avons fait le tour des tendances. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça donne à voir les différents exemples récents post-deuxième confinement qu'on a pu détecter au Hub Institute. Et maintenant, je vous propose, en accueil, de commencer dans le vif du sujet avec voilà, cette question. Comment placer la voix du consommateur au cœur du cycle décisionnel? Je vois que Aurora est montée sur scène, ainsi que Clara, et on n'attend plus que Céline, et on sera au complet. Je vais peut-être vous laisser la parole. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Oui, très bien. Je mets le son, c'est bon pour vous? Parfait, super. Pour moi, c'est bon. Je vous laisse prendre la main, et je vous dis bonne session à vous. Merci Guilhem. Merci. Merci Guilhem. Alors bonjour à tous, donc je suis Aurora Chamalet, je suis senior consultante pour Brandwatch. Ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne mes clients dans leur processus de transformation digitale.
Et donc, aujourd'hui, je travaille pour Brandwatch, qui est une belle compagnie qui a plus de 10 ans d'existence maintenant, qui a fait plusieurs acquisitions, une fusion, et là, on vient d'ailleurs de se faire racheter par le groupe Cision, qui est donc spécialisé sur tout le domaine RP Média. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Brandwatch, nous aidons nos clients à devenir plus customer-centriques grâce à une technologie et à des services adaptés qui vont leur permettre d'écouter et d'analyser de manière la plus simple possible tout ce qui se dit sur leur marque, sur leurs concurrents, sur leur marché ou n'importe quelle thématique qui pourrait avoir un impact sur leurs décisions d'entreprise. Et donc, en fonction de la maturité de nos clients, ceux-ci vont utiliser les insights pour prendre des décisions stratégiques autour de la e-réputation, donc de la perception de leur marque, autour de la satisfaction client, de lancement de nouveaux produits, d'optimisation de campagne ou encore lancement dans un nouveau marché. Et donc justement, parmi nos clients globaux qui ont su écouter le consommateur afin de les mettre au cœur de leurs décisions stratégiques, nous avons Pierre Fabre avec Clara et Céline qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour Clara, bonjour Céline. Bonjour Aurora, donc merci beaucoup de nous avoir invités à témoigner en effet. Moi je suis Clara Thibault, j'ai la chance de diriger une équipe en charge de l'intelligence et social listening, donc, qui s'appelle l'Intelligence and Social Hub au sein de Pierre Fabre et je travaille au quotidien avec Céline Cassagne qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour à tous, ravie d'être là également. Je suis Céline Cassagne et je travaille depuis une dizaine d'années dans le groupe Pierre Fabre et j'ai rejoint l'Intelligence and Social Hub l'année dernière. Je suis en charge plus particulièrement de projets sur la e-réputation et le social listening. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe Pierre Fabre, c'est le deuxième laboratoire dermocosmétique au monde et le deuxième groupe pharmaceutique privé français. Nous sommes leaders du marché français des produits vendus sans ordonnance en pharmacie et nous avons également un portefeuille de médicaments, notamment en oncologie. Donc, souvent, vous nous connaissez par nos marques, notamment les marques en dermocosmétique, les marques comme Aven, Aderma, Ducré, René Förterer. Et également pour l'oral care, nous avons des marques donc dédiées à l'hygiène bucco-dentaire. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, 2,2 milliards d'euros, 65% réalisés à l'international et nous sommes implantés dans la région Occitanie depuis la création du groupe de l'entreprise il y a bientôt 60 ans. Nous produisons plus de 95% de nos produits en France. Nous mettons en avant vraiment le Made in France dans nos produits, médicaments et dermocosmétiques et nous sommes distribués dans plus de 130 pays. Et fait marquant que j'aime souligner, c'est le groupe Pierre Fabre est détenu à 86% par une fondation, la Fondation Pierre Fabre, une fondation d'intérêt public reconnue par l'État. Et une plus petite part de l'entreprise est détenue directement par les salariés. Donc c'est un modèle capitalistique assez unique. Et pour introduire le sujet aujourd'hui, cela fait maintenant quelques années que l'on travaille avec Brandwatch. Justement, Clara, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu les débuts de Pierre Fabre dans le social listening, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Oui, tout à fait, Aurora. Ça fait maintenant 6 ans que le groupe Pierre Fabre travaille avec Brandwatch. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on essaye de comprendre comment on en est arrivé à travailler en 2016 avec Brandwatch, eh bien, c'est parce qu'en 2015, le groupe décide de lancer sa communication digitale sur les réseaux sociaux. Alors, ça paraît fou, mais en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Le groupe se lance, prend la parole sur Facebook d'abord, puis sur Twitter et Instagram. Et naturellement, en prenant la parole, le groupe Pierre Fabre identifie un besoin intense de s'outiller pour être en capacité de monitorer ce qui se dit sur le groupe et sur les marques, sur le web et sur les réseaux sociaux. C'est alors qu'en 2016, à la suite d'un appel d'offres, nous choisissons de travailler avec Brandwatch. Et donc, l'outil Brandwatch arrive dans l'entreprise pour répondre à ce besoin de monitoring de réputation. Et puis s'ensuit entre 2016 et 2018-2019 une phase de déploiement et d'adoption de l'outil en France d'abord, puis dans nos filiales à l'international, donc partout dans le monde, principalement donc sur un objectif de suivi de réputation, de e-réputation.
Et puis en 2019, donc là on va arriver dans une nouvelle phase, le groupe connaît un tournant dans son histoire, car le groupe amorce en 2019 sa transformation. D'accord. Et en quoi ce plan de transformation a impacté justement votre approche du social listening et donc l'écoute de la voix de vos patients, de vos consommateurs au sein de Pierre Fabre? Eh bien, naturellement, parce que la stratégie du groupe évolue en 2019 et replace encore plus fortement qu'avant le patient, parce que nous avons une grande partie de notre activité donc, qui est le médicament, et le consommateur pour notre branche dermocosmétique et personal care au cœur de sa stratégie. C'est ce qu'on appelle la consumer and patient centricity. Donc, naturellement, nous prenons depuis 2019 encore plus intensément en compte la voix du patient et du consommateur, et ce, donc, à toutes les étapes de notre cycle de création de valeur, donc de la R&D à la commercialisation et en passant par le packaging. C'est pour ça que je disais c'est un vrai tournant parce que cela impacte finalement toutes nos pratiques, y compris l'approche du social listening dans le groupe. Naturellement, on passe d'un besoin qui était celui d'écouter, de monitorer la réputation, à un besoin d'écoute de la voix du patient et du consommateur pour l'intégrer au cœur du cycle décisionnel de l'entreprise. Donc, on intègre cette dimension comme une nouvelle dimension complètement naturelle, alignée avec la stratégie de l'entreprise. Et pour ce faire, le groupe structure son social listening. Et du coup, c'est à ce moment-là, c'est pour répondre à ce besoin de structuration qu'on a créé le Social Hub, c'est ça, chez Pierre Fabre? Oui, tout à fait. Le social Hub est né en fin 2019 et répond directement à ce besoin très fort de catalyser la voix du patient et du consommateur au sein de l'entreprise, mais également finalement d'accompagner l'entreprise par la mise en place d'une gouvernance du social listening. Donc cette volonté du groupe d'approfondir la connaissance du conso et du patient, elle s'incarne donc par la création de ce social hub qui en fait rassemble en son sein des compétences qui sont issues des métiers traditionnels de la veille et du digital et de la production de contenu, donc à la fois la capacité d'écoute et la capacité de créer des contenus, avec un outil pour l'écoute. Donc, on base toute notre méthode en fait sur l'outil de collecte Brandwatch. Et puis derrière, en fait, ce qui est nouveau, c'est la capacité d'analyser les datas qui sont ainsi collectées avec Brandwatch et d'autres outils de search sur le web. Le Social Hub a cette mission également de piloter la gouvernance du social listening dans le groupe et profite de son positionnement central et transversal en étant rattaché à la direction de la communication du groupe pour mettre en place cette gouvernance. Enfin, l'une de nos missions est donc de participer à l'évangélisation au social listening en interne et de partager des bonnes pratiques. Je voulais également souligner que pour nous accompagner dans la structuration de cette pratique, on a également travaillé avec un partenaire qui s'appelle The Metrics Factory et qui nous accompagne encore aujourd'hui, comme vous le faites Brandwatch, sur ces aspects d'évangélisation. Tout à fait. Et justement, sur cette évangélisation, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu, parce que ça peut être un vrai challenge pour nos clients et de façon générale pour les entreprises qui veulent accélérer leur digitalisation. Alors, comment est-ce que vous avez fait chez Pierre Fabre sur cet aspect-là? Alors, en effet, nous avons comme mission au sein du Social Hub, comme l'a introduit Clara, de proposer des sessions d'acculturation et d'évangélisation sur ce qu'est le social listening et ce qu'il permet de faire aux différents stades d'un projet, d'un produit ou d'un service. Ainsi, nous proposons des événements dans l'année à nos collaborateurs pour les sensibiliser et les rapprocher de cette social data issue des réseaux sociaux et du web et de les rapprocher des insights que l'on peut en tirer. D'ailleurs, Aurora, l'année dernière, nous avons organisé ensemble une masterclass en octobre 2020, au cours de laquelle Brandwatch a présenté 3 use cases proches de notre secteur ou proches de nos axes stratégiques, des use cases inspirants pour les équipes internes, des équipes très variées qui provenaient de la R&D, du marketing, mais aussi du packaging et du développement durable. Ainsi, on voit que des projets de social listening naissent naturellement dans des équipes qui ont des besoins spécifiques
Et on voit aussi que d'autres projets sont initiés grâce à ces sessions d'acculturation, de sensibilisation à ce qu'est le social listening et à ces sessions de partage d'expériences d'autres cas de social listening. Et justement, Céline, Clara, est-ce que vous avez des exemples concrets d'insights partagés chez Pierre Fabre que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui? Alors, des belles histoires et des exemples qui finalement ont fait la preuve du concept, on en a heureusement beaucoup. On a eu un peu de mal d'ailleurs à choisir des use cases pour aujourd'hui, tellement en fait on a d'exemples. Il nous a semblé intéressant de vous présenter un cas en particulier parce qu'il est directement lié à l'innovation et au marketing. Et il est intervenu en fait assez tôt dans le cycle de développement d'un produit. Nous avons été sollicités en septembre dernier par les équipes innovation. Alors je ne pourrais pas vous dire ni la marque ni le produit parce que le produit n'est pas encore sorti. C'est justement, on est assez tôt dans la chaîne de création de valeur. Mais nous avons été sollicités par les équipes en charge de l'innovation marketing pour un produit plutôt orienté santé familiale. Leur question, en fait, elle était de comprendre ce que les internautes pensaient finalement d'un produit qui pourrait être similaire. Ils avaient envie d'aller chercher des insights conso, et notamment quant à ce qu'on appelle la galénique du produit, c'est-à-dire la forme finale du produit. Donc, vous connaissez tous les crèmes, les gels, les gélules. Donc, ce sont des galéniques. Et nous sommes partis en exploration de cette voie du consommateur sur le web et sur les réseaux sociaux. En France, mais également à l'international, on est également allé chercher des insights dans des pays plus matures qui connaissaient déjà des produits similaires. Et cette étude a mis en avant finalement que les consommateurs qui connaissaient déjà des produits similaires étaient déjà familiers avec une certaine forme de galénique et privilégier une certaine forme de galénique versus la forme qui était alors envisagée par nos équipes en charge du marketing et de l'innovation. Ces datas que l'on a collectées et les insights que l'on a pu révéler avec cette étude, il se trouve qu'ils ont finalement rejoint les insights qu'a pu mettre en avant les équipes études au sein de chez Pierre Fabre, et également une autre équipe qui est allée chercher des insights sur une autre dimension. Et finalement, c'est la combinaison de ces retours d'insights, je dirais hybrides et multidisciplinaires, qui a fait évoluer l'équipe innovation et marketing dans sa réflexion jusqu'à faire évoluer la forme de la galénique choisie et envisagée pour ce produit. Donc, on voit que là, on a un insight concret issu donc de notre analyse social listening, de l'intégration de la voix du patient et du consommateur, et que cet insight a été intégré au sein même, donc au cœur du cycle décisionnel, et donc a permis à l'entreprise de réorienter et de prendre une décision. Et justement, parce qu'on aime ces exemples concrets, est-ce que vous pouvez en partager un autre peut-être que vous avez en tête ? En fait, des belles histoires, comme disait Clara, nous en avons beaucoup. Nous avons en effet travaillé sur des exemples qui nous ont rapprochés du patient et du conso à plusieurs reprises, sur la marque employeur, par exemple, ou encore sur la stratégie développement durable. Il y a un exemple que je peux vous partager, un autre exemple concret, c'est celui d'une marque que je ne vous dévoilerai pas non plus, qui nous a sollicité sur un segment de produits cosmétiques particulier afin d'identifier les leviers, les opportunités de positionnement d'une gamme. Et dans les insights livrés grâce à l'étude de social listening, on a pu démontrer l'importance du rapport qualité-prix pour le consommateur sur ce segment. Et la marque a ainsi pu ajuster plus finement son curseur sur la proposition de prix qui avait été montée sur cette gamme en particulier. Bah, super. Donc, du coup, un changement, une innovation produit ou packaging, et puis un changement au niveau du prix, de la stratégie de prix. Bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin des 15 minutes. Je vois que Guylaine se reconnecte. Donc, merci à toutes les deux. C'est vrai que Pierre Fabre, c'est un bel exemple d'entreprise qui a su se digitaliser et écouter le patient et le mettre au cœur des décisions stratégiques. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir de travailler avec vous et de continuer de vous accompagner sur vos prochains enjeux. Merci à tous les deux. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup.
Merci à tous. Merci beaucoup à toutes les trois. Maintenant, je vous propose voilà, de rejoindre Alain Chung, directeur e-commerce chez Zadig et Voltaire, et Sébastien Moualigou de chez 55 qui nous ont rejoints. Bienvenue Alain. Merci, bonjour à tous. Je t'en prie, je te donne la parole. Oui, alors on attend Sébastien, juste peut-être. On va aborder du coup la vente en ligne, pilotage agile des investissements médias, avec ce contexte qu'on connaît de crise sanitaire. Peut-être déjà quelques mots voilà, pour introduire un peu le sujet à Alain en attendant que Sébastien nous rejoigne. Tout à fait. L'idée, c'était de se faire un focus sur comment on a pu piloter de manière agile les campagnes d'acquisition de trafic avec notre partenaire 55 durant cette crise. Le sujet est posé. Sébastien nous a rejoint. C'est parfait. Je vous laisse, messieurs. Bonjour à tous. Merci. Bonjour. Alain, vas-y, je te laisse te présenter. Oui, alors moi, c'est Alain Chung, directeur e-commerce Europe pour Zadig & Voltaire depuis presque 2 ans et demi maintenant. Et mon rôle, c'est de faire croître évidemment le chiffre d'affaires digital de Zadig & Voltaire, que ce soit en volume ou en part. Et Sébastien, je te laisse te présenter. Oui, donc Sébastien Moualigou, je suis managing director chez 55 et j'ai en charge un certain nombre d'industries, dont le luxe depuis bientôt maintenant 6 ans. Du coup, 55 peut-être en quelques mots. Donc nous sommes une global data company fondée par des anciens exécutifs de Google en 2010, présente sur les 3 time zones, US, Europe, Asie. Et donc, nous accompagnons des marques globales dans la définition, la mise en œuvre de leur stratégie data au service d'un marketing et d'une expérience de marque plus efficient. Et voilà, la diversité de nos profils nous permet d'accompagner à la fois sur les dimensions business, technologiques, stratégiques et opérationnelles nos clients. Alors, ça va être un peu plus facile pour toi, Alain, parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît Zadig & Voltaire, mais si tu pouvais nous en dire quelques mots. Oui, alors je vais quand même en dire 2-3 mots. Alors, Zadig & Voltaire est une marque de designers contemporains. Nous nous situons dans ce que l'on pourrait appeler, nous, en tout cas en interne, dans le luxe sans effort. Le luxe, pourquoi? Parce que nous proposons cette haute qualité de produit et ce point de vue créatif qui s'apparente au luxe. Et sans effort, pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas et ne souhaitons pas avoir ce côté qui peut parfois paraître un peu élitiste. Zadig se veut un peu plus facile d'accès, bienveillant, communautaire et surtout transgénérationnel. Rapidement, en quelques chiffres, Zadig, c'est 350 points de vente dans le monde, 240 en Europe, 130 points de vente en France. Et le digital que nous attaquons via notre e-shop et via d'autres partenaires, nous livrons dans plus de 60 pays. Et attaquons plus de 12 marchés européens en acquisition de trafic via notre partenaire 55. Donc, on a essayé de prendre un petit peu de recul tous les deux en préparant ce talk sur la période assez dingue que l'on a vécue ces 18 derniers mois. Et donc, du coup, je vais te laisser peut-être nous présenter les grandes timelines de cette période. Oui, tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir sur la timeline, on est passé de 12% du poids du chiffre d'affaires digital en 2019 à presque de 26% à date d'aujourd'hui. Je précise quand même une chose, c'est que avant la crise, l'activité e-commerce de Zadig & Voltaire était déjà en croissance très forte à 2 chiffres et que la crise n'est pas venue inverser une tendance, mais juste nous a permis d'accélérer sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc voilà, on a pu gagner, on estime, entre 1 an et 2 ans de temps grâce à cette crise. Si on regarde la timeline lors du premier confinement, on l'a vécu un peu différemment du deuxième. Sur le premier, entre mi-mars et presque fin mars, pendant une semaine, 10 jours, on a senti que tout le monde, comme tout le monde, je pense, beaucoup d'hésitation et beaucoup d'incertitude. Car c'était une situation inédite dans le monde. Et du coup, même sur le digital, les ventes étaient plutôt calmes sur une semaine, 10 jours. Après, comme certains, en tout cas, on avait anticipé une reprise d'activité assez rapide. Et avant les premiers signes de cette reprise, nous avions demandé à 55 de travailler sur un plan d'action d'acquisition dont le brief était assez simple et clair.
Alors, je me rappelle très bien, hein, parce que j'ai même regardé dans les historiques de mail, c'était mi-avril. Ouais. L'intitulé du mail, pour être précis, c'était Urgent Call Boost Budget. Et la question, c'était, en gros, dans les 3 prochains mois, quel serait le chiffre d'affaires potentiel si on multipliait par 2, par 3, par 4 les investissements? Le brief, c'était, oui, effectivement, de maximiser le chiffre d'affaires en oubliant toute contrainte budgétaire. Donc, c'est un peu le rêve de toute agence, j'imagine, mais c'était ça. C'était la première fois, je pense, qu'on me posait cette question avec une prise de décision aussi rapide, parce que je crois que le board décidait dans la semaine le montant d'investissement qui serait alloué à ce boost. Donc, je pense que ça mérite d'être souligné parce que, en termes d'agilité, vous avez positionné très vite, très haut ce pilotage agile dans les investissements. Tout à fait. Et suite à la réception, on a souligné votre réactivité puisque vous avez rapidement livré plusieurs scénarios. Et c'est vrai que nous, on a opté pour un scénario qui était plutôt agressif et ambitieux, nous permettant d'aller chercher un maximum de chiffre d'affaires sans pour autant dégrader le ROI sous un seuil minimum que nous étions fixés avec l'équipe acquisition, qui prenait, lui, en compte tous nos autres canaux d'acquisition. Et les résultats, comme vous pouvez le voir sur la slide, c'était à peu près plus 65% d'investissement média versus ce qui était déjà prévu à l'origine pour ces mois. Et sur cette période, plus 100% du chiffre d'affaires e-commerce, avec un mois d'avril qui a fait plus 180% de mémoire. Ensuite arrive donc Q4, octobre-décembre 2020, avec une situation qui était légèrement différente du premier confinement. On a senti que tout le monde était plutôt prêt à dégainer à ce moment-là, qu'il y a eu beaucoup moins d'hésitation au niveau du marché, que ce soit de la part des annonceurs, des partenaires ou même de la part de nos clients. Nous avons aussi pu le constater parce qu'on a vu que les coûts médias étaient beaucoup plus concurrentiels que lors du premier confinement. Mais par contre, nous, l'avantage qu'on avait, c'était que nos leviers qui étaient pilotés par 55, notre partenaire, étaient déjà bien structurés, bien enrichis, de nouvelles typologies de campagnes, et que pour pousser plus fort, nous avions juste à prévoir et forecaster des budgets agressifs comme lors du premier confinement. Et tout ça, ça nous a permis de faire de très belles performances sur Q4, avec par exemple un plus 45% sur le mois de novembre sans le Black Friday en France, pour rappel, et sur une croissance historique qui était déjà très forte entre N-1 et N-2 qui était déjà à plus 90% de croissance. Cette année, on a pu faire également un mois de décembre à plus 100%, donc on a doublé le chiffre d'affaires. Et sur la période, comme vous pouvez le voir, c'est plus 60% entre octobre et décembre. Et du coup, Sébastien, tu veux peut-être apporter une précision sur le... Peut-être, mais je pense qu'on peut souligner effectivement le 26% de part de vente en ligne qui est déjà impressionnant. Hein. Je crois que votre titre de champion français de la mode en e-commerce n'est pas usurpé. Hein, quand l'industrie du luxe affiche un plafond à 30% peut-être d'ici 2025. Je pense que clairement vous faites partie des leaders avec déjà à date 26% de vos revenus en ligne. Donc peut-être pour illustrer un petit peu concrètement ce qu'ont été fait, en termes de stratégie finalement d'achat média, le Covid nous a pas fait changer de stratégie fondamentalement. La stratégie est restée la même, si ce n'est que la façon de la déployer était beaucoup plus intense. Et ça nécessitait beaucoup plus d'agilité. Donc, si on reprend quelque part les 3 piliers de la stratégie, donc le pilotage agile, on est passé finalement d'un pilotage trimestriel, mensuel, à un pilotage quasi quotidien, hebdomadaire de la prise de décision de boost, de maintien ou d'allègement des investissements. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez remarquable et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée parce qu'encore aujourd'hui, on est sur un rythme hebdomadaire d'optimisation des invests. Donc ça, c'est clairement un point qui stimule aussi les équipes et qui permet de s'adapter en continu. Le deuxième point, c'est l'approche par saturation. Et finalement, l'approche par saturation, on a continué de la mener, on l'avait initiée, comme tu l'as dit, on avait posé les fondations en 2018. Et finalement, les poches budgétaires dégagées ont permis d'aller plus loin, plus fort
dans le déploiement de cette approche par saturation. On avait des ambitions de part de voix sur la marque pure, sur leur marque plus produit de 90%. Sur le shopping qui était au début prévu sur quelques marchés, finalement on a pu le généraliser et le déployer sur l'ensemble des marchés en Europe. On a pu augmenter les investissements sur Facebook DPA. Sur le générique, pareil, pour soutenir la notoriété de la marque et la conquête, on a pu sur les marchés à potentiel aussi accélérer sur ce générique. Donc finalement, voilà, les grands piliers de la stratégie d'achat média ont été juste amplifiés par ces boosts budgétaires qui nous ont permis finalement de. Alors c'est vrai que dans d'autres discours on peut entendre finalement la crise nous a fait gagner 2 ans, 3 ans de transformation digitale. Là clairement on a pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans le déploiement de la stratégie. Et donc on a déployé tout ça avec toujours la logique, c'est le 3e pilier d'apprendre, d'identifier les best practices et de capitaliser sur qu'est-ce qui marche pas. Et donc typiquement, pour donner 3 exemples, sur le shopping, on a identifié toutes les bonnes pratiques pour optimiser le recours au smart bidding. Donc ça a été un premier enseignement sur lequel on a travaillé de façon ténue avec l'équipe. Sur le générique, par exemple aussi, on a testé la méthode Agakure. Et là, pour vous démontrer l'agilité, on a eu des tests, des résultats relativement positifs. Au bout de 2 semaines, a été prise la décision de scaler et d'industrialiser la démarche sur l'intégralité des campagnes génériques. 3e point pour dire, parce que ça marche pas toujours, le test and learn, c'est aussi pour apprendre, c'est pour scaler ce qui marche et puis c'est pour arrêter ce qui marche pas. On avait testé un format innovant avec les showcase ads et on s'est rendu compte qu'en termes de perf, ils n'étaient pas au rendez-vous. Donc du coup, on a décidé très rapidement de stopper ce type de format. Voilà. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie n'a pas fondamentalement changé, c'est plus le rythme et l'intensité avec laquelle on l'a joué et mis en œuvre. Et donc concrètement, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne, Alain ? Alors en termes de résultats sur les leviers que vous avez pilotés, sur la partie SIA, on a fait plus de 222% d'investissement pour des résultats à plus 369% sur Google Ads sur la période mars-décembre 2020 versus N-1. Sur Google Shopping, plus 236% de revenus. Et sur la partie sociale, Facebook, Insta, on a investi plus 56% de budget pour plus 52% de revenus. Donc, ce qui est intéressant, c'est sur cette période, en fait, comme vous vous en doutez, on n'a pas pu, bien entendu, compenser la perte et la fermeture des magasins, mais ça nous a permis de limiter la casse, entre guillemets. Et surtout, cela nous a permis de nous rassurer sur plusieurs points. Le premier, c'est de pouvoir constater l'attache émotionnelle de Zadig et Voltaire auprès de sa clientèle fidèle. Et que ce qu'on a pu voir, c'est que des clients qui n'avaient pas pour habitude d'acheter online et qui n'ont jamais fait durant des années, ont franchi le pas pendant cette période et n'ont pas pu attendre, entre guillemets, la réouverture des magasins pour reconsommer chez nous. Le deuxième point intéressant, c'est de voir à quel point, en saturant certains leviers et en enrichissant notre mix marketing, nous avons pu accélérer sur le recrutement de nouveaux clients. Nous avons réalisé des semaines pendant confinement avec des taux de recrutement sur le digital de plus 15, plus 20% de nouveaux clients versus des semaines où on n'était pas confiné. Donc, ça nous a vraiment conforté sur le fait que Zadig avait vraiment une place très ancrée dans le paysage du luxe français et européen. Et en perspective, du coup, les perspectives, alors du coup, chez nous, on parle déjà de nos canaux parce que l'omnicanalité, on considère déjà que c'est un must-have chez tous les acteurs du retail. Nous, on a la chance chez Zadig d'avoir pu mettre en place des outils omnicanaux assez tôt et du coup, nos magasins sont déjà plutôt très à l'aise avec tout ceci. Par exemple, on fait déjà entre 10 et 15% de nos ventes magasins sur des stocks qui ne sont pas stockés dans leurs magasins et vice-versa, 10-15% selon les mois de ventes digitales via du stock magasin, donc le ship from store. L'étape que nous, on a enclenchée chez nous se tourne plutôt vers l'harmonisation des messages, de nos services pour une amélioration de l'expérience client dans sa globalité. Ce que notre CEO appelle plus communément le no-canal. C'est tout simplement le fait que tous nos services, nos outils internes omnicanaux,
toutes nos communications CRM jusqu'à celles de notre service client, par exemple, sont pensées sans frontières entre le retail et le digital. Donc, du coup, l'expérience vécue par notre client doit être sans couture et unique. Et pour y arriver, nous sommes en train de pousser encore plus loin les synergies internes. Par exemple, le fait de mieux harmoniser et rythmer nos campagnes branding avec nos campagnes d'acquisition à la performance, d'intégrer nos bases CRM dans notre stratégie d'acquisition, que ce soit en base repoussoir ou en complément de nos audiences de conquête. Et la manière dont nous adressons nos clients retail ou digital doit être la même à travers tous nos canaux de communication. Donc finalement, en conclusion, si on devait retenir que 3 mots de ce que nous venons de vous présenter en synthèse, c'est l'approche par saturation, c'est l'expérience client et c'est l'agilité. Alors l'approche par saturation, pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que c'est une approche qui est résiliente et qui permet de prioriser ses investissements de façon rationnelle, quelle que soit la période de confinement, pas confinement, la période que l'on est en train de vivre. L'expérience client, pourquoi? L'expérience client, c'est l'enjeu pour l'ensemble des fonctions de l'entreprise de travailler ensemble au service de cette expérience. Donc, c'est typiquement la com qui va travailler avec le e-commerce sur une stratégie full funnel, donc avec donc on réconcilie branding et performance. C'est également le retail qui va travailler avec le e-commerce pour travailler l'omnichannel et travailler cette fluidité dans la relation. Et donc voilà, finalement, c'est le juridique sur la partie privacy qui va aussi échanger et partager avec les fonctions digitales. Donc c'est vraiment l'ensemble des fonctions de l'entreprise au service de cette expérience client. Et enfin, l'agilité, pourquoi? Parce que ça sert à rien d'essayer de deviner l'avenir ou de prédire l'avenir, de savoir quand est-ce qu'aura lieu le prochain confinement, ou alors de savoir si le chiffre d'affaires dans le luxe en ligne sera de 30, 40, 50%. Finalement, on s'en fiche. Ce qui est important, peu importe les chiffres, en fait, ce qui est important, c'est de mettre en place ce pilotage agile qui va permettre à l'annonceur, à la marque de se transformer de façon continue et de s'adapter à l'évolution de la clientèle, à la situation et à tirer parti des opportunités quand elles se présentent. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin. Du coup, je vois que Guilhem est avec nous. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Malheureusement, on s'excuse avec Alain. On ne pourra pas être présent à la session de Q&A. Du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à envoyer les questions à l'organisation. Moi, vous pouvez me contacter à sebastien@50-5.com pour poser toutes vos questions. Ce sera un plaisir d'y répondre en différé, sans souci, mais malheureusement, on ne pourra pas se reconnecter à 11h. Vraiment désolé. On a posé, merci à tous. Merci à tous les deux. On a posé ton mail, Sébastien, directement dans le chat pour que les gens puissent te contacter. Nous avons aussi des sondages. N'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet sondages pour y répondre. Ça pourra aussi être très utile. Guilhem, oui, merci. Laissons la main. Vous me laissez la main, pas de problème. Vous pouvez sortir de scène, tout à fait. Merci à tous les deux. Excellente journée et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours. Et sachez, un petit rappel que à replay vidéo sera disponible dans la foulée du Uptalk. Donc voilà, pour ceux qui auraient loupé le début, la keynote notamment qui dresse les différentes tendances identifiées par les analystes du Hub Institute. Voilà, ce replay sera disponible juste après ce Uptalk en live. Voilà, j'accueille Cyril d'Artefact. Bienvenue Cyril. Bonjour Guilhem, bonjour à tous. Merci pour ton intro. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfaitement ici, en régie on confirme aussi, donc c'est parfait. Super, ça marche. Bon, top. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver évidemment pour cette session dont le thème est comment initier et optimiser son programme de transformation data. Un thème hyper large en fait qui provient de beaucoup de discussions que j'ai pu avoir notamment au cours des 6 derniers mois avec des COMEX, des patrons de pays, patrons de division dans des maisons à la fois de mode, de beauté, d'horlogerie, joaillerie. Et en fait, ce que je vous propose, c'est directement de réduire le périmètre à un sujet qui revient de façon systématique et qui est un sujet très transformant, qui est l'allocation budgétaire marketing. Et en quoi est-ce que ce sujet permet d'optimiser et de transformer
vos organisations. Alors peut-être un mot avant, je vais me présenter et présenter Artefact avant de rentrer dans le vif du sujet. Artefact, donc, siège Fiqueté, je suis associé rattaché au bureau de Paris, et puis j'ai la chance de lider les relations avec pas mal de groupes et de maisons de luxe que vous voyez affichées ici. Artefact, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est créer de la valeur business à travers l'utilisation de la donnée. Donc, ce que ça signifie, c'est que notamment, on intervient à la fois, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dans la construction de solutions industrialisées d'IA. Donc, ça va depuis la prédiction de tendance à la prédiction de vente, tout canaux confondus, jusqu'à la segmentation prédictive en marketing ou la création de solutions d'aide aux agents dans les call centers pour leur recommander en temps réel des procédures ou des produits à pousser à vos clients. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi on intervient. On intervient là-dessus, on intervient sur la conception, production de data platform et puis également sur la transformation à proprement parler des entreprises pour qu'elles intègrent ces nouvelles compétences data. On s'appuie sur un ensemble de compétences en interne et on fait ça partout dans le monde, notamment dans les grands marchés de consommation du luxe que sont France, UK en Europe et puis la Chine APAC et les US. Alors, peut-être un mot pour se mettre à l'aise tout de suite sur le sujet de l'allocation budgétaire. En fait, en réalité, 70% des CMO à travers le monde reconnaissent ne pas être certains de connaître de façon précise le retour sur investissement de leur campagne marketing. Et c'est encore davantage difficile dans le monde du luxe, à la mesure où en fait le retour sur investissement il est double. Il porte à la fois sur la brand equity, donc votre notoriété, votre image de marque et donc in fine votre désirabilité et vos ventes futures, et le ROI à court terme que sont les ventes. Et donc face à ces deux challenges, chez Artefact, on a construit pour un certain nombre de nos clients, dont malheureusement, je m'en excuse, on est obligé de conserver la confidentialité. On a construit pour un certain nombre de nos clients ce qu'on appelle un Digital Brand Health Tracker d'un côté et une Marketing ROI Suite de l'autre. On va rentrer dans le détail sur cette dimension de Brand Tracker digital. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, sur cette dimension de Brand Equity, il y a deux choses à avoir en tête et qu'on cherche à capturer. D'une part, en fait, la notoriété spontanée qu'on vise à quantifier via la part de voix organique qu'on arrive à retrouver, notamment via du search listening ou via du social listening. Et de l'autre, l'image de marque. Donc, l'image de marque, c'est la relation des consommateurs à la catégorie, à vos concurrents, au marché et à vos concurrents, à votre maison, à ses produits et ses services et ses expériences. C'est ça ce qu'on vise à capturer. Et pour ça, en fait, on vient taper dans l'ensemble des ressources de verbatim que sont le social et search listening à nouveau, la voix du client, la retranscription d'échanges téléphoniques où en fait on va faire du retraitement a posteriori de ces appels. Et en fait, c'est comme ça qu'on va venir comprendre. Là, je vous ai repris l'illustration d'une étude qu'on avait faite suite à des annonces réalisées par Chanel, Hermès et Gucci en temps de Covid sur le maintien des salaires et le don de gel. Et en fait, on peut de façon très fine retrouver en fait l'impact de ces communications, les retombées de ces communications, donc de façon positive avec des gestes salués, voilà, et à l'inverse des retombées négatives de comparaison avec l'évasion fiscale que réalisent les grands groupes, enfin des allégations d'évasion fiscale opérées par ces grands groupes. Donc volontairement, j'ai survolé cette partie brand equity. Je propose qu'on s'arrête en particulier sur l'allocation budgétaire à des fins de réalisation de vente. Ce qui va vous intéresser ici, aussi bien à un niveau COMEX que je pense très opérationnel, c'est de pouvoir atterrir sur ce type de vue. Donc là, je vous ai repris un dashboard à nouveau qu'on a anonymisé. Donc les chiffres ne sont pas les vrais, rassurez-vous. Donc l'enjeu numéro 1,
pour un décideur, quand il s'agit de prendre une décision d'allocation budgétaire, c'est de pouvoir bien comprendre quelle est la ventilation de ces effets, de l'ensemble de ces drivers que sont donc la baseline, ce que vous auriez fait sans faire d'efforts marketing, et puis les efforts marketing que sont l'online média, l'offline média, les accords commerciaux, dans ce cas qui sont prépondérants, et puis également l'impact que peut avoir la concurrence, donc la prise de parole de la concurrence ou le trade de la concurrence, et puis des événements extérieurs comme le Covid. Donc c'est ce genre d'analyse du passé qui va être clé pour bien comprendre les effets cumulés des différents facteurs. Ça nous permet d'atterrir en fait sur un ROI global, et puis après on peut avoir décliner ça en ROI par marque, et notamment observer que par marque ou par franchise, puis on peut notamment observer qu'en fait le ROI par franchise va être parfois supérieur au ROI global. Ce que ça signifie, c'est que typiquement une franchise, ça peut être Allure et numéro 5 chez Chanel, ou ça peut être Shalimar et puis Abeille Royale et Orchidée Impériale chez Guerlain, ce genre de franchises vont avoir des effets positifs les uns pour les autres quand il y a une pub mettant en avant une de ces franchises. Alors, ce qui nous intéresse évidemment de prendre le passé, ce sur quoi on doit prendre des décisions, c'est le futur. Alors, c'est là où ce qui est clé, c'est de pouvoir simuler des scénarios. Et pour faire ça, en fait, on vient jouer avec ce type de courbe de saturation, où en fait on peut observer notre situation actuelle, l'optimum qui vient maximiser le ROI et le maximum de vente. Voilà. Et donc ce type de courbe nous permet de clairement observer quelle est la bonne allocation en termes de canaux et de montant à investir. Donc en l'occurrence Facebook Ads 37K, Google Ads 69 et TV Ads près de 89K. Alors, comment ça marche? Vous allez me demander. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans la distinction entre des régressions linéaires d'un côté, donc qui seraient des modèles économétriques, et puis des modèles bayésiens ou des séries temporelles caudales. On va rentrer dans ce niveau de détail. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est on a passé pas mal de temps à faire des recherches avec aussi bien l'école centrale que Robert Ness, qui est le ponte de la causalité au UK. Ce qu'il faut retenir, c'est cette différence entre causalité et corrélation. Un modèle économétrique qui vient établir des corrélations entre deux événements observés dans la même temporalité, donc en l'occurrence les ventes, l'incrément de vente et le fait qu'il y ait eu un post télé. Un post télé, ouais. La logique de causalité, elle vient mesurer de façon directe l'impact direct qu'a un spot télé sur vos ventes et l'impact indirect via notamment l'incrément de vues et de clics sur des spots YouTube. Ce que ça signifie pour rattacher à une prise de décision, c'est que ça nous permet notamment de prendre des décisions globales, donc systémiques. Parce que quand je prends une décision sur la télé, je sais que ça va avoir un impact sur YouTube. De façon plus visuelle, si on le rattache ici, c'est le genre de graphe que vous allez obtenir. Ce qu'on cherche à visualiser, c'est au centre, évidemment, les ventes, les drivers d'ordre 1, que sont l'online marketing, l'offline marketing, le trade, les événements externes ou la concurrence, et les drivers d'ordre 2. Donc, en l'occurrence, quand j'augmente de 10% mon budget sur Facebook, j'augmente de 2% en réalité mes ventes drivées par l'online marketing, ça c'est en direct, et puis en indirect, je vais augmenter d'autant, je vais augmenter de 0,5% mes ventes via Google Ads Click et de 0,5% mes ventes via Amazon Search Clicks, car j'ai aussi augmenté en parallèle mes ventes, mon budget sur Amazon. Donc tout ça, ça appartient à ces résultats. En fait, ils appartiennent à un framework qui est plus large. À nouveau, je rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce qui est dimensionnant, c'est que en fait, on intervient dans ce genre de projet d'allocation budgétaire sur 3 grandes dimensions qui sont transformantes. C'est que d'une part, en fait, ça génère un incrément visible, tangible
et significatif de ROI. Alors, on se parle de plus de 10% de ROI média. Donc, ça drive en fait un intérêt du COMEX. Le deuxième aspect, c'est que en fait, on vient développer des solutions logicielles avec vos équipes métiers. Donc, à nouveau, en fait, on vient impacter les process métiers et donc intégrer de nouvelles manières de faire. Et troisième, c'est qu'en fait, on développe des capabilities, donc des data platforms, de l'ingestion de données, etc., ce qui permet en fait de monter en maturité dans l'exploitation de la donnée du côté de vos équipes techniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Guilhem, je te vois apparaître, donc j'imagine que le temps est fini pour moi. Des mauvais rôles, des gendarmes parfois. Oui, c'est terrible. Je t'en prie. Merci à tous pour votre attention. Et puis, évidemment, je serai disponible pour la session de questions-réponses tout à l'heure. Merci beaucoup, Cyril. Et puis, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans l'onglet qui s'y prête et dans le chat à réagir tout simplement, à donner vos impressions, les partager. Et Cyril sera effectivement présent avec nous à la fin pour échanger avec vous et répondre à vos questions que je me ferai un plaisir de relayer. Welcome, Elise. We'll switch to English for a few minutes now. Casey, join us right now. Are you okay? Are you here with us? Hi, yeah. Yeah, thank you. I'm very glad to welcome you on stage. Please take the floor. I'll be back in a few minutes for specific Q&A with you, okay? Perfect. Thank you so much. And thank you for bearing with us in English. We're working on our French, promise. So, hi everyone. Welcome to our session on why community, content and insights are business critical. And thanks for joining us. I'm Elise, Director of International Growth at Dash Hudson, and I have the pleasure to have with me today Casey Ford, who is the Social Media Manager at the Inky List. Hello. So Dash Hudson helps top brands to create and share photos and videos that people care about. Our visual marketing software is a one-stop solution to create, measure, and predict performance, to see trends, enhance engagement, and distribute it all across organic and paid channels. And we're fortunate to be able to work with some of the world's best and most innovative brands across industries like retail, CPG, publishing, luxury, fashion, beauty, and even financial services. Our main goal is to help close the loop on all key visual marketing channels for brands by focusing on the performance of photos and videos for that brand's unique audience. Our software helps brands to choose the right image, to inspire their audience to action, and to measure the results so they can ultimately make better business decisions. So Casey, could you tell us a bit more about the Inky List's current brand story and what do you want the audience and beauty consumers to know about your products and company values? Yeah, sure. So the Inky List was actually built from the belief that better knowledge powers better decisions. So as a brand, we basically exist to break down what can be a really confusing world of skincare and hair care, break it down and really simplify it for our audience so they can better understand which ingredients are right for their skin or hair. And you'll really see that across our social channels, that knowledge is really at the base of everything that we do on there. Perfect, thank you. And I'm sure everyone is thinking about this and would love to hear your take. How has your content strategy changed in the wake of the events of the last year? So it's definitely changed a lot. We saw a bit of a shift in the way that people wanted to consume content, especially with the wake of TikTok and Reels and everything be a bit more snappy and quick to digest. So we used to use a lot of long form content, so like long read, carousels, IGTVs. But we switched a lot more now to more like infographics, like the ones that you can see here that are super easy for our consumers to digest kind of in one frame, and they can like it, save it down, and then refer back to it. Same with video content. We used to be heavy on IGTV, but we've switched more now to Reels content, keeping content really short and snappy, and even just videos on grid, which obviously need to be less than 60 seconds. So definitely shortening things and making them easier to consume, but still keeping to that base of knowledge and ensuring that our audience are actually getting something useful out of the content. Yeah, that's really great to hear, and we'll be digging a little bit deeper into that video strategy a little bit later on. What digital channels have risen in importance for the Inky List in 2021? So Instagram has always been probably our most important channel. It's our strongest. It's where the base of our audience are.
So still sticking to Instagram, but using more the new features within it. So focusing more on reels, guides are a really important one for us because they allow us to kind of condense all the content in one place for each type of consumer. TikTok, we saw really fast growth over on TikTok really quickly because we were sticking to our knowledge content and our informative types of content with creators. So definitely Instagram, TikTok, and then Twitter, but more of a social listening tool and like a conversational piece than like a place to deliver more specific content. So yeah, definitely breaking those down and diving into the new features on Instagram specifically. Perfect. Thank you. Thanks for sharing. And how would you describe the Inculus target demographics and how does your team target these consumers from different generations across different channels? So for our audience, we kind of look at it in a different way. We obviously target audience to more towards whether it's a Gen Z or more millennial because they're our two larger audiences. But we actually look at it as more of a consumer piece. So we have what we call the beauty enthusiasts, which are the people that are really into skincare. They have loads of knowledge on it and they maybe want to learn more about the in-depth type of things. And then we have the curious and the confused, who are the consumers that maybe know a bit about skincare. They have a little bit of a skincare routine, but they really want to learn more and learn about the right ingredients for their skin. So we kind of break them off into the two. And in that sense, for the beauty enthusiasts, that would be more our long form content, our long reads, our skincare experts that we have on lives. And then for the more curious and confused is when those infographics come in and the shorter piece of content that are super easy to understand. Yeah, so definitely infographics versus long form content for those two types. I think that's smart, you know, having those kind of groups of consumers based on what they need and where they are in relation to their skincare journey and their products. Because we hear a lot of, you know, brands getting very caught up in age ranges and demographics, and to be able to kind of look at it that way, I'm sure is very, very effective. Do you have different kind of content pillars specific to these different groups? Yeah, so we have those types of audience, and then we have a few pillars. We have knowledge, ingredients, and change. So basically, if the piece of content doesn't fit under one of those three, then we would ask ourselves, why is it there? What is the purpose of it? So knowledge, definitely, we're going into more like teaching our consumers about the ingredients. Well, more like the how to use products, what they're for. And then we have ingredients, which is where we'll do the deep dives on the different things and why they're right for you or your skin. And then change is more about sustainability and like change beyond beauty and the kind of wider impacts that we're having on the industry and the planet. Perfect. Thank you. And how do you leverage data and technology to determine what's working across all of these different channels and formats? So in terms of insights, Dash Hudson have a really great tool called Boards, which is my absolute favorite tool on there. And it really allows us to segment content. So whether we want to separate it by the type, so an infographic, a video, long read, or if we want to do boards for specific campaigns, then we can kind of chuck it all in one board and then try and understand which content form the best across that segment. We recently did a campaign about the steps in your routine. So we had that was a really great chance for us to talk about the different steps, but using different types of content. So we'd have a long read on cleansers, for example, but then we'd also have an infographic, and we kind of see which one performs better in that specific category. And boards really allow us to do that. And it's also great because the rest of the team can use Dash and feed into it. So we might have a digital marketing team that are using boards to see which piece of content they could use for ads. Or paid content, and then maybe the email team might see which content had the most saves or click-throughs to the website, and then they'll leverage that to use it across their own area. Fantastic. Thank you. That's really, really great to hear. Boards has been a popular tool since day one. It's a favorite of everyone, and I've got a little screenshot of it here for people to see. Which social media metrics do you look at as the biggest kind of indicators of business opportunity? Saves definitely for us, because we are all about knowledge. Saves kind of indicates to us whether that piece of content was useful to our consumer and whether it's something that they want to refer back to, or maybe that is a product that they want to try or a skincare routine that they're looking for. Saves definitely is a huge one for us. That's one of our biggest KPIs for this year.
It's really on brand for us, I guess, because it lets us know that that was purposeful information. And then customer service. So we have our Ask Inky team, which are available 24/7 to talk to you about skincare and hair care. And a lot of the questions that they get, we get like a weekly report on those, and we use that to feed into content to try and understand what are our consumers asking about and how can we give them content that's going to help them to understand that a little bit more. And then that kind of fuels like our content creation, and we can track whether that was the right type of content for that question. Perfect. Thank you for sharing. Just to dig a little bit more back into kind of the campaign management and boards side of things, is there anything else you would like to share on how, the segmenting content in that way and looking at your content pillars and measuring performance kind of supports the team and the work that you do? Yeah. So, for example, if we was looking more into like the change pillar and we wanted to filter out the content that worked best, because that is quite a new style of content for us, talking more to, even though we've always been, that's been part of our values, we're talking to it a lot more now about sustainability and being environmentally friendly. It's kind of a new area for us to put content out on it. So creating a board for that we can then share with like the sustainability manager and the person in charge of the change concept, and they can understand which piece of content are going to work best to talk to that kind of area versus skincare and hair care. We obviously know more this point about which pieces work better than others. But especially for kind of the newer things that we're stepping into, or maybe hair care, that's quite of a new area for us in the past year. So the rest of the team really enjoy boards, and the creative and design team can jump in there and try and understand which piece of content had the best engagement and how they can use that to fuel more content within the same direction. So definitely used across the whole team. And like I say, like the digital marketing team really like it for trying to pick out the best content for ads and then which will get the most click-throughs. Yes, perfect. We see that. We see brands finding a lot of success with that, sharing the insights across teams and then helping each different kind of unit of the business make better decisions based off what's working. Yeah. Could you share a little bit more with us about how the Inky List has leveraged video in recent months? Yeah. And short form video? Yeah. So as I said before, IGTV used to be kind of our main form of video because that's the way that we thought was the best way to get across education and knowledge and information, because it can be a lot longer. But we have switched a lot more to Reels now. So we keep long form still, and IGTV is more for campaign purposes. And if you've got like a long campaign video, or we're working with an expert or a dermatologist and we've done a live, that's the kind of content that would sit in there that's a lot more knowledge heavy. And then Reels, we've started using Reels a lot more now, especially now they can be a bit longer, up to 60 seconds. And we tend to use a lot of our content across from TikTok, the content that we see working the best. We usually use a lot of content creators. We do a little bit in-house creation, but mostly content creators talking through their recipe or knowledge-based content, and then we'll feed that across Reels. And then obviously TikTok as a whole, we've had really great success in there over the past year. But again, just keeping it to the point about knowledge. These are the ingredients you need for X skin type or hair type. So yeah, using it again across the different platforms and depending on who the piece of content is for. Yeah. And it's great to see the brand performing so well on TikTok. How does Dash Hudson support your video strategy, and what metrics are the most important when looking at the performance of video? So for us, definitely effectiveness, because that's measured a little bit differently than it would be to a still image. So that really allows us to see which videos were actually engaging enough to save it, like it, comment on it. So that's probably the main one. But again, saves, we get a lot of saves on our videos, especially even the ones that are more knowledge led, that are maybe like some goopy texture or something that just looks a bit aesthetically pleasing. We definitely see that across videos just as much as we do stills. And then effectiveness just allows us to understand the content that was the most valuable to our audience, and then we can kind of deep dive into that and understand why. What was the content? Was it that we were a specific product? Was it the way that it was shot? Was it that it was only 30 seconds? So yeah.
Perfect, thank you. And just to give a little background there, effectiveness rate is a metric unique to Dash Hudson, and it's likes plus comments plus saves plus video views divided by reach. So yeah, it gives you a really good indication of how lots of different types of content are performing, and it's fantastic for benchmarking video. Two more questions left we've got. The next one is a little bit more about TikTok. I know it's something that is top of mind for every marketer right now. With almost, I think, 300,000 followers on TikTok now, what have you noticed is working, and how does this differ from the Inculus approach to other channels? TikTok is such a tricky one, and I'm sure everyone will agree with that. By the time you've thought of a piece of content or want to react to a trend, then the trend's already passed. So for us, it's definitely just sticking to what we know, being reactive where we can, but still just feeding into those knowledge and educational pieces, recipe building, skincare routines, using content creators that we know are working well on TikTok at the moment. Duets and things like that, just using content that is native to the platform, but really just sticking to Inky. Like, we could have took this and made it a channel that was maybe a bit more lighthearted or funny, or maybe a bit more aesthetically pleasing, but we just chose to go with what we knew would work, what has worked across our other channels, and we've really seen a great impact on that. Perfect, that's great. Yeah, we were hearing a lot from teams that we work with, that they're taking a very different approach to TikTok, even having different approval processes to the rest, because like you say, you have to be so fast and so kind of staying true to the brand. And yeah, so it's an interesting space for marketers. One last thing that we would really love to cover and give the chance to highlight is, we saw back in April that the Inculus partnered with a charity organisation, Ashoka, as you kind of aspire to equip 500,000 young people in the UK, the United States, with and beyond, with the skills and confidence that they need to be change makers and ignite that spark within others. And do you want to share with the audience kind of why it matters to the Inculus and a little bit about that? Yeah, so as I mentioned before, Inky was built on the belief that knowledge powers better decisions, but that isn't just within skincare and hair care. We wanted to take it to more of a wider form and change the world, essentially, in some ways. So we actually partner with Ashoka, who are an incredible organisation, and they work with a lot of young people all across the world to create young change makers and change maker schools, and they're absolutely inspirational. So in April, we got to work with them, and this is an ongoing partnership. We're still working with them now, and with Rekindle, which are a group of incredible young people from Manchester in the UK that are working to literally change the world and make an impact on their peers. So we did a partnership with Hiram there. We had a Changemaker kit, so people could purchase this kit that we made with Hiram, and all of the proceeds went to the Inky Impact Fund, which is the fund that we'll use to create those change makers and really fuel some good change in the world. So that's ongoing. We'll be working with them throughout the year, and there'll be content showing up continually from them. Perfect. Thank you so much. Thank you, guys. We have a lot of questions in the audience. So if I may, I can ask you about those questions. So the first of them is, can I look at predictions for specific segments of my audience? You know, for example, women age 18 to 34. Is it possible? So for the prediction segment is a piece of the section of the platform which is called Vision, and it's artificial intelligence technology that can predict the performance of photos and videos before you post them. And as we said earlier, in terms of looking at demographics, it's often more effective to look at your audience as a whole and really be thinking about what your audience need and what they're going to engage with as a set, as a group of people, and taking that holistic approach, like Casey mentioned, of having the people who are beauty enthusiasts versus the people who are curious and confused, and to look at things that way often proves much more effective than dividing up by age. And really, especially on channels like Instagram, you're posting to your whole audience, so you have to take your whole audience into account and really be putting out the content that they're going to care about the most. Thank you. The next question is much more for Casey, I think so. How has Dash Hudson's community feature helped your team in terms of workflow and growth, specifically? Sorry, I missed that. Sorry. How has Dash Hudson community, feature helped you
your team in terms of workflow and growth? Oh, okay, so the great thing about Dash is that everybody can use it. It's super simple to use. In terms of workflow, I'll create boards specifically for each team. So if we're in a specific campaign and I know that the digital marketing team are after a specific type of content and the one that works best, I'll create a board for them and just send them the board and say, here's all the best content. Dash has recently got dashboards as well, which is super exciting for reporting on. So I'll create boards for different members of the team. So like the brand will have a board that they can just click straight into on dashboards. And then they don't necessarily need to go through me to get the content to pass it over. I'll just have it all in one place for them. So super handy and easy to use. Okay, I'm gonna ask the last but not least for you, Elise. I think so. Does a brand have to have a certain amount of followers or photos to use Dash Hudson or the vision technology? For the vision technology specifically, there's no threshold on the amount of followers, obviously. But in terms of the photos and videos, for the algorithm to be really effective in looking at what your audience is engaging with and having enough of those visual cues to build a really strong brand specific algorithm with, it's about 500 photos that we would be aiming for a brand to have before we can, really say that these predictions are rock solid and going to help you make much better content decisions. Thank you very much for sharing. Do you have any words to add? It's time. Nothing to add. Thank you for having us. Thank you very much. See you very soon. Have a nice day. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Alors, la transition, elle est toute trouvée. Du coup, avec TikTok, on va accueillir Charles Levesque, Head of Beauty. Bonjour Charles, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je t'en prie, tu as la parole. Parfait. Alors, effectivement, c'est une bonne transition par rapport à ce qu'on a pu voir avant et je vais essayer de vous rentrer un peu dans le détail sur comment les marques de luxe aujourd'hui se sont positionnées sur la plateforme et comment vous pouvez comprendre un peu les codes qui font que la plateforme est un peu différente des autres. En deux mots, moi, je suis responsable de l'équipe Luxury et Beauty à Paris pour TikTok et précédemment, je travaillais chez Facebook et Instagram, donc j'ai aussi une bonne connaissance de l'univers social media. Si je passe directement à cette slide, en fait, je voulais récapituler la mission de mon équipe. Notre mission, c'est d'aider les marques de luxe à comprendre une nouvelle génération. Et ça, on va en parler juste après, c'est la génération TikTok, qui réinterprète la créativité, ou en tout cas, il y a des codes de la créativité qui sont très forts. Les gens sont de plus en plus créatifs et s'expriment énormément sur la plateforme. Et j'essaie de vous guider un peu sur ce qui fait la force de la créativité TikTok. Et le dernier point, c'est comment des marques ou des utilisateurs se connectent entre eux à travers cette plateforme. Ces trois mots, en fait, ils sont essentiels pour comprendre comment les plateformes de luxe se sont lancées. Et donc, du coup, ça va finalement expliquer un peu ma présentation d'aujourd'hui. C'est vraiment expliquer cette TikTok Generation et qui ils sont, quels sont les nouveaux outils créatifs et les nouveaux codes créatifs qu'on peut voir exprimés sur la plateforme. Et le troisième point que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est comment on peut connecter les utilisateurs et les marques, ou les utilisateurs entre eux, à travers cette plateforme. Donc voilà, si vous avez trois choses à retenir de cette présentation, c'est ces trois points-là. Donc, qu'est-ce qui fait la caractéristique de cette TikTok Generation et pourquoi je parle de génération? C'est pas forcément une génération d'âge d'ailleurs. On voit que la plateforme évolue très vite et qu'elle dépasse les frontières et c'est plus une plateforme de teenagers. Mais ça dépasse largement ce scope-là. Mais ils ont des codes particuliers, cette génération. C'est finalement une communauté qui s'est retrouvée avec des façons de s'exprimer très spécifiques. Peut-être que vous pouvez mettre dans le chat qui a TikTok au sein des personnes qui écoutent cette session. C'est toujours utile de voir un peu qui connaît TikTok ou qui ne connaît pas. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit plus 1, je suis très curieux d'avoir votre point de vue. Finalement, TikTok, en deux mots, c'est une fonctionnalité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fil d'actualité de vidéos ininterrompu. On appelle le For You feed, le pour toi, le fil d'actualité pour toi. Et en fait, ces vidéos, elles vont se générer automatiquement en fonction de ce que vous aimez. Donc, très simplement, moi, je vais prendre mon exemple personnel, j'adore la food, je regarde des recettes à longueur de journée sur TikTok, et ben mon fil d'actualité est auto-généré par des contenus plus sur la tendance food. Donc, c'est vraiment une télé moderne, on va dire, si on fait un peu simplement, pour découvrir des contenus qu'on n'aurait pas forcément
anticiper avant de découvrir cette plateforme. Et du coup, je vais découvrir toujours de nouvelles personnes, de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux contenus. Donc, c'est ça la vraie différence avec TikTok. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres-là. Je pense qu'il y a quelques chiffres à retenir. 940 millions, quasiment 1 milliard d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur la plateforme. On a triplé par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une plateforme qui est en constante augmentation et en très forte croissance. Et peut-être l'autre point, je pense, qui casse un peu les mythes. Aujourd'hui, 70% de l'audience TikTok dans le monde a plus de 18 ans. Donc, on n'est plus forcément une plateforme de teenagers. Je vous enverrai la présentation, en tout cas, on pourra vous l'envoyer à la suite de ce point, mais c'est un peu un point de vue un peu global des chiffres TikTok en ce moment. Un autre point que je voulais mentionner, c'est que la génération TikTok, elle ne parle pas que de danse ou de lip syncing. Elle va faire beaucoup d'autres contenus. Alors moi, j'ai parlé de la food, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais il y a aussi le travel. Donc en fait, on a vu énormément de contenus être créés sur la plateforme et se diversifier. Donc voilà, la plateforme TikTok a su prendre un autre tournant et donc on est bien au-delà de la danse et on voit finalement plein de différents contenus s'exprimer sur la plateforme. Aussi, ça c'est un point essentiel dans le développement de la plateforme. On veut avoir de plus en plus de professional generated content. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on est en partenariat avec des musées, des publishers, énormément de partenaires finalement dans l'écosystème pour créer des contenus de qualité et des contenus beaucoup plus développés, craftés, mis en valeur. On a par exemple fait énormément de partenariats avec les musées comme le Met Museum à New York. Je vais pas passer la vidéo pour la régie, mais je vais voir la vidéo d'après. Mais voilà, je voulais juste vous mettre en avant tout finalement ces partenariats qu'on a avec les musées. Petite anecdote, le live qui a été le plus vu en 2020, c'était le Palais des Glaces à Versailles. Donc on voit que les utilisateurs aussi sont très curieux de ce type de contenu et les musées et la culture ont une place très importante sur la plateforme. Ça c'est important, on a pu voir sur TikTok une nouvelle génération de créateurs. C'est des personnes qu'on n'aurait pas forcément vu émerger sur d'autres plateformes et qui ont explosé sur TikTok. Je vous laisse découvrir la vidéo de Karina Vigier qui est un peu une égérie chez nous. En fait, c'est une designeuse, créatrice de mode, qui a plus de 50 ans et qui a trouvé une communauté folle sur la plateforme. Donc, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes et elle a su créer du coup un dialogue avec cette génération TikTok, cette communauté TikTok. Donc voilà, pour nous, ces créateurs, on les appelle pas les influenceurs, mais les créateurs, c'est des personnes qui vont pouvoir raconter des histoires, des nouvelles façons de s'exprimer. Et c'est hyper important, c'est finalement la clé du succès également de la plateforme. Donc ça, c'était un peu un point de vue sur TikTok et comment fonctionne la plateforme et quelle est un peu sa diversité, ses audiences. Je voulais maintenant parler des codes créatifs. J'aime bien cette citation de Walt Disney et c'est ce qu'on veut un peu créer sur la plateforme. C'est si on se sent bien dans une plateforme, si on sent qu'il y a des contenus authentiques, des contenus positifs, bah, c'est aussi beaucoup plus engageant pour les utilisateurs. Donc, ces nouveaux codes créatifs, en fait, on a vu certaines marques de luxe se lancer dessus. Je vais vous laisser découvrir la vidéo de Louis Vuitton qui a un bon exemple de cette nouvelle, ces nouveaux codes créatifs. Donc, on a pu voir les marques de luxe finalement se lancer sur la plateforme. À peu près toutes les marques aujourd'hui sont sur TikTok, que ce soit du groupe Kering, groupe LVMH, donc Dior, Louis Vuitton. Il y a énormément de marques qui se sont lancées. Et on voit que à travers cette vidéo de Louis Vuitton, ils ont un peu réinterprété certains codes. Ils ont un peu changé leur façon de communiquer, de ce qu'ils pouvaient faire sur Instagram pour avoir une autre vision. Souvent, ils reprenaient des tendances de TikTok, c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans la session d'avant. Ces tendances vont vite, mais du coup, on peut aussi les reprendre et mettre en place des contenus totalement adaptés. Et je vais vous laisser découvrir la vidéo de Dior pour montrer cette nouvelle facette des personnalités des marques de luxe qui veulent mettre en avant, et Dior le fait très bien. In a loving way or a sexy way or a question way? Do you believe in luck? Do you believe in luck? Do you believe in luck? Just believe. I believe in luck. Should we start with the French ones or the English ones? Oh, you know not French. Joie. Again. Joie.
Joaillerie. 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 Dior joaillerie. En fait, ce qu'on peut voir avec cette vidéo, c'est que effectivement, toutes les marques se sont à peu près lancées, mais elles se lancent d'une certaine façon. Comme on a pu le voir sur le Vuitton juste avant, il y a une réinterprétation des codes de la plateforme et ils vont se lancer sur ces codes-là. Mais il y a aussi une autre approche, beaucoup plus émotionnelle, là pour le coup très marrante, où on va mettre en avant des scènes qu'on ne mettrait peut-être pas sur Instagram ou YouTube ou d'autres plateformes. Et donc du coup, TikTok vient raconter peut-être une histoire un peu plus authentique sur l'identité des marques de luxe. C'est toujours très statutaire, c'est très bien produit, c'est très qualitatif en termes d'exécution, mais on vient raconter une autre histoire. Et finalement, donc ces marques de luxe qui se sont lancées sur la plateforme, elles veulent se connecter aussi avec cette nouvelle génération. Et en termes de connexion, il y avait 3 astuces que je voulais vous donner dans ma session pour vous dire, OK, se lancer sur TikTok, c'est bien, mais comment le faire? La première finalement, astuce, c'est engager avec cette communauté. Comment vous allez connecter avec eux? Non pas vous leur envoyer une vidéo qu'ils vont consommer de façon très passive, mais vraiment engager, créer la conversation. Donc, c'est une plateforme très conversationnelle, TikTok, et on peut le voir avec cet exemple de Dior. Ils ont mis à disposition un filtre et des utilisateurs pouvaient jouer avec ce filtre avec un contenu très dynamique, très playful. Donc ça, c'est par exemple des créateurs TikTok. Donc on avait vu Karina Vigier tout à l'heure. Là, c'est d'autres, c'est les Pitman Sisters. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir leur profil. Et du coup, elles ont créé un petit contenu avec Dior assez fun, assez dynamique. Et du coup, elles mettent en avant un produit spécifique. Et Dior a vraiment voulu donner un outil de discussion avec cette communauté. Adapter les contenus, je ne vais pas jouer la vidéo, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des codes sur la plateforme très spécifiques. Les gens parlent d'une façon spécifique sur TikTok. Ils ont une façon de s'exprimer. Et donc, du coup, il faut adapter vos contenus de marque pour cette communauté. Donc ça, c'est encore un exemple de Louis Vuitton qu'ils ont fait sur une campagne de lunettes de soleil. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle tendance qu'ils ont un peu réinterprétée à leur façon. Et c'est encore pour s'adapter à ces codes de la communauté. Et je voulais juste finir ma session en vous parlant aussi de l'avenir de TikTok. Donc, les marques se lancent, elles s'adaptent, elles créent des nouveaux contenus, mais maintenant, elles veulent générer des actions avec cette communauté. C'est-à-dire que c'est une communauté aussi qui a envie de consommer, qui a envie de découvrir plus les produits. Et on a mis en place des formats, des solutions pour générer du trafic sur les sites Internet, pour aller générer des conversions in fine. Et ça, c'est un exemple de Dior Couture qui a fait un de nos nouveaux formats sur la performance. Donc ça, c'est l'avenir de TikTok. Comment on va mettre en place de l'action de la part de nos utilisateurs. Donc voilà pour ma session. Si je mets juste un mot, Guilhem, pour finir, finalement, on a une nouvelle plateforme avec des nouveaux codes, une nouvelle génération qui s'exprime, plus authentique, différemment, avec ses codes à elle. C'est très créatif et les marques de luxe ont su s'adapter à ces nouveaux codes. Et finalement, voilà, 3 astuces pour se lancer sur la plateforme et connecter avec cette audience, engager avec la communauté, driver des actions et adapter au code de cette communauté. Merci beaucoup, Charles. Et d'ailleurs, je crois que vous les appelez même pas des users, mais des créateurs, hein, vos utilisateurs. Ça veut tout dire. Donc, parfait. Merci. On te retrouve tout à l'heure pour la session de Q&A et on fera remonter les questions du chat. Merci beaucoup pour cette présentation et tous ces tips. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose, encore bienvenue à de retrouver ClearPay, voilà, c'est le Buy Now Pay Better qui correspond aussi, on y revient à une certaine génération qui a une démarche différente. Bienvenue Aïda. Bien, merci beaucoup. Exactement, on va rester sur le même fil rouge des nouvelles générations et des nouvelles modes de consommation et notamment voir comment au niveau du paiement et du parcours client, plus généralement, on propose quelque chose pour permettre à ces nouvelles générations de consommer avec la manière qu'ils préfèrent. Avant de commencer, il y a un petit sondage que je vous invite à remplir pour un peu comprendre aujourd'hui vos besoins ou du moins où vous vous situez par rapport au paiement fractionné. Et on aura l'occasion d'y revenir plus tard.
Donc, on en parlait à l'instant avec notamment l'exemple de TikTok. On voit l'émergence d'une nouvelle génération qui consomme de manière différente. Je vous apprends rien, il y a une vraie quête de sens. C'est chez cette génération, 91% des millennials veulent du sens avant tout. Il y a aussi une vraie quête de valeur. Donc, on n'achète pas pour acheter, on veut vraiment que le produit corresponde à nos propres valeurs. Et puis, il y a aussi un élément qui est important ici, c'est toute la notion d'appartenance à une communauté. Donc, une génération qui est beaucoup plus encline à acheter des produits qui sont recommandés et qui a besoin de se sentir appartenir à quelque chose. Ça, c'est vraiment la première image, donc on a tout en tête. Moi, je voulais aujourd'hui rajouter un deuxième aspect qui est peut-être un peu moins intuitif et moins connu, c'est tout le rapport aux dépenses et aux finances. Donc, de manière un peu moins intuitive, je dirais, les millennials et les générations Z sont beaucoup plus sceptiques par rapport au crédit, sont beaucoup plus enclines à mieux consommer mieux dépenser aussi leur budget. Et donc, j'ai mis aujourd'hui quelques chiffres un peu éclairants à ce sujet. 91% des millennials ne font pas confiance aux établissements de crédit. 59% veulent suivre leurs dépenses. Et 61%, enfin, se déclarent du moins, je ne sais pas quelle est la réalité, mais en tout cas, plus organisés dans la gestion de l'argent au quotidien. Je pense qu'on peut lire ces chiffres-là à travers le contexte économique actuel, à travers celui aussi des dernières années. Donc, il y a beaucoup plus de frilosité, beaucoup plus d'envie, de transparence, de pas être aussi pris dans le cercle vicieux des crédits à la consommation. Donc, nous, notre solution ou notre entreprise de manière plus large repose vraiment sur ces deux constats. Une nouvelle envie, un nouveau mode de consommation, mais aussi un nouveau mode de dépense et de gestion des finances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, chez ClearPay, notre mission est de connecter cette nouvelle génération aux marques qu'elles aiment et en plus pour lesquelles qui leur donnent du sens et pour lesquelles elles ont envie de s'engager, tout en apportant une expérience d'achat, puisque c'est beaucoup plus large que le paiement, une expérience d'achat fluide, et puis sans les mettre à risque et en leur donnant de la transparence et de la sécurité, quelque part. Donc pour cela, on propose quelque chose d'unique sur le marché français et plus largement mondial. C'est une combinaison en fait de deux outils, pour parler de manière très simple. D'abord une plateforme de marque. J'insiste là-dessus. C'est vraiment, on a d'abord une application de shopping, un website de shopping sur lequel nos consommateurs, nos utilisateurs vont venir retrouver leurs marques préférées, vont venir aussi avoir de l'animation commerciale, donc recevoir des offres, des animations qui vont les attirer vers ces marques-là. Et une fois qu'elles entrent dans ce parcours-là, qui est un parcours le plus fluide possible, puisqu'elles ont toutes les marques qu'elles préfèrent, elles sont connectées directement au site de ces marques-là. Là, on va venir leur proposer une solution de paiement qui, elle aussi, est très simple, puisque donc une fois que le panier est confirmé sur la dernière page, l'utilisateur va avoir cette option-là de payer en 4 fois sans frais et va pouvoir, en un clic, donc en renseignant très peu d'informations, je vais revenir dessus, pouvoir acheter le produit qu'il souhaite en 4 fois et avoir son échéancier qui apparaît. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail de notre promesse et de nos valeurs en même temps. Notre produit, le produit, donc à la fois l'application shopping et la solution de paiement, repose sur 4 valeurs clés pour nous et qui ont été un peu les briques qui nous ont permis de construire cet ensemble d'outils. Le premier, c'est le toujours sans frais. Alors là-dessus, je veux être vraiment très claire, il n'y a pas de frais au moment de l'achat, c'est-à-dire que le client va venir payer en 4 fois sans qu'il y ait de coûts supplémentaires ou de taux d'intérêt. Mais en plus de ça, et je vais beaucoup plus loin, on ne fait pas de vente croisée.
de produits financiers. Je pense qu'on a tous eu l'expérience d'acheter un produit de l'électroménager ou que sais-je en plusieurs fois, de se faire relancer par la banque qui était derrière cette entreprise ou par des établissements de crédit. Donc nous, en fait, au-delà du fait de dire on ne fait pas payer le client final, on ajoute, et c'est important pour nous, le fait qu'on ne va pas venir le démarcher pour des produits financiers, pour avoir une carte crédit, etc. On n'est pas un établissement ni bancaire ni crédit et c'est pas du tout notre intérêt justement de pourchasser le client. Deuxième pilier très fort chez nous, donc on en a parler à l'instant avec cet écosystème finalement, application shopping et solutions de paiement, c'est d'apporter une expérience fluide. L'expérience fluide, elle est au travers du funnel d'achat et des différentes étapes que parcourt le client, mais elle est également au niveau de l'onboarding, c'est-à-dire une fois que j'ai validé mon panier, que je m'apprête à faire mon achat, on ne va pas demander au client de saisir des informations bancaires, de télécharger sa pièce d'identité. On est un produit qui repose entièrement sur la confiance. Alors, ça peut paraître là encore contre-intuitif, mais c'est le parti pris qu'a pris l'entreprise depuis le démarrage. Et aujourd'hui, 95% de nos clients payent leurs échéances sans retard. Ce parti pris est gagnant. L'entreprise maintenant existe depuis plus de 5 ans. On est présent en Australie, aux US, en Europe, notamment donc en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. Et on est donc fort de notre historique, des chiffres qu'on a, puisqu'on a aujourd'hui 11 millions de clients, 86 000 marchands partenaires. Et donc aujourd'hui, on est convaincus, on n'a plus aucun doute sur le fait que donner cette confiance-là au client final, c'est du win-win et c'est à la fin une expérience fluide et un client qui est satisfait et qui va revenir. Troisième brique importante également, je pense notamment à nos concurrents peut-être plus locaux, c'est qu'on a un produit unique sur tous nos marchés et dans le monde entier. Là encore, c'était un pari assez risqué au démarrage, c'est-à-dire on ne fait que du 4 fois sans frais, pas du 10 fois, du 20 fois, du crédit déguisé. Ce choix-là, il repose sur, encore une fois, la conviction qu'on va venir aider le client, ne pas le mettre à risque, puisque payer en 4 fois dans une durée de 90 jours, c'est-à-dire tous les 15 jours, on n'est pas du tout sur la même promesse et sur le même niveau de risque, surtout qu'une solution où le client étale son paiement sur 10 fois avec une échéance à la fin du mois, donc un gros risque qu'il oublie ou qu'il ait en termes de trésorerie plus de difficultés. Là, on est plus sur une offre on vous offre un parcours client fluide, une facilité de paiement. En revanche, on vous met pas à risque, c'est tous les 15 jours. Votre échéancier, il est connu. On va évidemment venir vous le rappeler. Vous pouvez le monitorer sur votre propre application. Mais ce produit-là, on veut qu'il reste dans cette configuration-là et qu'il soit le même dans tous nos marchés, puisque c'est aussi notre force, notamment avec nos partenaires, de pouvoir leur proposer une intégration sur tous les marchés ouverts aujourd'hui pour ClearPay. Et enfin, c'est un point qui, à mon avis, est important pour vous. Je voyais la liste des entreprises auxquelles vous appartenez. C'est une solution omnicanal, c'est-à-dire qu'on va venir proposer la même chose en magasin de manière très fluide, très sans couture et très intuitive. Pour vous donner un peu plus de détails, donc en magasin, le client a son application ClearPay. Il va venir générer une carte virtuelle de type wallet, donc il peut s'enregistrer soit sur Google Pay, soit sur Apple Wallet, et à ce moment-là venir payer en caisse, donc sur le TPE, en son contact, sans que pour le marchand ça nécessite une intégration technique. Donc, pour résumer, c'est une solution qui est à la fois en ligne, le parcours en ligne, je pense, est assez clair pour tout le monde, mais qui peut aussi s'adapter en magasin. Et en magasin, on a en plus l'avantage de ne pas avoir d'intégration technique. Parfait. Pardon, le temps est écoulé. J'ai une question pour Aïda qui est que se passe-t-il si un client ne rembourse pas? Suis-je quand même payé en tant que marchand?
C'est un très bon point et c'est effectivement notre promesse vers le marchand. On a beaucoup parlé du client final parce que notre modèle repose sur le client. Mais pour le marchand, évidemment, c'est nous qui prenons le risque entièrement. Donc, le marchand est payé en temps et en heure. Il peut en plus, via son back-office, monitorer et suivre toutes les dépenses, voire même suivre les remboursements parce qu'on a aussi la possibilité de rembourser le client final et de ce fait, le marchand le voit. Donc, totalement. Parfait, merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Et, merci beaucoup. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, on va maintenant passer à Joli Moi avec Isabelle Rabier qui nous a rejoint. Bienvenue, Isabelle. Bonjour. Bonjour. Je te laisse la parole, je t'en prie. Alors, bonjour à tous. Je crois que tu avances, c'est ça, sur les slides. Simplement bouger sur la présentation, on va mettre Bonjour à tous. Donc, déjà aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de Joli Moi, mais le thème d'aujourd'hui, c'est de parler de comment on est en train de créer et comment on peut créer une expérience client ultra personnalisée aujourd'hui et à grande échelle. Donc déjà, juste peut-être pour me présenter, donc moi je suis la CEO et fondatrice de Joli Moi, qui est une start-up que j'ai lancée il y a 3 ans maintenant. Et peut-être juste pour vous présenter Joli Moi, notre vision c'est de repenser la façon dont on conseille et on vend la beauté, en s'appuyant notamment sur un principe extrêmement fort qui va être le principe de recommandation et le principe aussi de conseil très personnalisé. Donc, notre objectif, c'est de devenir vraiment une plateforme leader en social selling et pour toutes les marques de beauté et tous les beauty enthusiasts. Alors, je vais vous raconter très rapidement pourquoi on a lancé Joli Moi, puis après, je vais rentrer dans le détail de la journée d'aujourd'hui. Et vous le verrez, ce qui va être important à retenir aujourd'hui, c'est d'abord bien connaître son client et ses attentes dans un marché extrêmement divers avec des profils extrêmement diversifiés. Ensuite, travailler, notre conviction chez Joli Moi, ça va être de travailler sur des expériences qui sont à la fois très digitalisées, en s'appuyant sur les nouvelles technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais aussi en les humanisant. Donc ça, on en parlera un petit peu. Et ensuite, aborder le client et la relation client et cette expérience, pas seulement dans une démarche de capter le client, de l'accompagner et de lui vendre, mais aussi vraiment de travailler sur le avant, le pendant et l'après. Et on rentrera un petit peu plus dans le détail après. Je vous montrerai quelques outils qu'on a notamment développés chez Joli Moi. Alors, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas meilleur conseiller que quelqu'un dans notre réseau, quelqu'un qui est proche de nous. Aujourd'hui, il y a 68% des millennials qui déclarent préférer acheter auprès de leur communauté ou de leurs proches plutôt que d'écouter un discours institutionnel de marque. Et ça, c'est une tendance de fond avec, comme on l'a vu dans les précédentes présentations, l'envie également de mieux consommer des produits et des marques qui font sens. Chez Joli Moi, notre conviction, c'est que c'est le peer-to-peer, c'est les communautés, ce sont les passionnés et les experts de la beauté qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, mais aussi en physique, à parler des produits, des marques, à les tester, à les partager, qui est vraiment l'avenir de la consommation et de la vente de produits de beauté. Et donc, c'est pour ça que nous, on a créé une plateforme end-to-end, donc qui va des marques jusqu'au consommateur final pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte que cette économie existe de manière hyper qualitative et surtout aussi authentique, donc en évitant les biais traditionnels des réseaux de distribution plus traditionnels. Alors, juste, on verra aujourd'hui donc les 3 volets que j'ai évoqués. La découverte pour créer une relation hyper personnalisée avec vos clients à très grande ampleur. Déjà, en fait, il faut avoir vraiment en termes de mindset, ce que j'appelle la discovery, c'est en fait identifier quels peuvent être les besoins du client. Et donc ça, ça veut dire vraiment avoir une démarche de connaissance du consommateur. On va voir comment chez Joli Moi, on travaille sur notre consommateur final pour mieux le connaître. Il faut évidemment identifier leurs besoins, développer une culture bottom-up. Et ça, je vous expliquerai aussi comment chez Joli Moi, on a développé une communauté de 1500 indépendants en France et en Belgique
qui nous permettent de faire ça, et aussi l'itération. Moi, j'avais juste une petite question peut-être pour vous, là dans l'audience, si vous pouvez me répondre, dans le chat, c'est qui parmi vous aujourd'hui a créé au sein de son équipe une équipe dont la vocation c'est vraiment juste de comprendre le besoin client et qui va organiser notamment des interviews clients, qui va vivre l'expérience pour vraiment bien comprendre le client avec des interviews, des tests, des NPS. Est-ce que ça c'est des choses que vous faites déjà aujourd'hui ? Peut-être vous pouvez répondre dans le chat si vous le faites. Mais c'est vrai que chez Joli Moi, et en fait, on s'est aperçu, nous, en résumé, hein, je vais vous expliquer un petit peu le flow consommateur, mais en résumé, on est une plateforme, on a une curation de marques et de produits, hein, petites et grandes. On travaille avec MAC Cosmétiques, Dermalogica, Absolution, plein de marques qui sont d'ailleurs aussi validées par la communauté des 1500 indépendants chez Joli Moi. Ensuite, ces marques-là, elles vont pouvoir être conseillées et vendues par ces indépendants pour lesquels on a développé des outils d'accompagnement client, de social selling dont je vais vous parler. Et donc, juste pour que vous compreniez bien, ces indépendants aujourd'hui recrutent le client final via des contenus et des conversations qui vont avoir lieu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et derrière, ils vont driver le client vers Joli Moi. Et en fait, ça permet vraiment, à travers cette communauté, d'écouter et de comprendre aussi quelles sont les attentes du client. Mais c'est pas la seule façon dont on va les écouter, ces clients. On va aussi passer énormément de temps chez Joli Moi à les appeler, à faire des interviews. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines, tous les jours. Toutes les équipes y participent. Et c'est vrai qu'en travaillant notamment avec l'équipe tech et product chez Joli Moi, qui représente le tiers des effectifs, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres sociétés qui ne prenaient pas forcément le temps de le faire et d'internaliser cette connaissance. Or, pour nous, c'est la clé pour créer des expériences consommateurs pertinentes, personnalisées et à grande échelle. Ensuite, on parlera justement des outils qu'on a développés chez Joli Moi qui vont nous permettre à la fois d'identifier les besoins clients, mais également de pouvoir créer des expériences digitales à très grande ampleur qui vont être humanisées. Donc ça, c'est les outils qu'on va déployer et mettre à disposition de ces stylistes beauté indépendants qui sont des passionnés et des experts. C'est vraiment... Finalement, il suffit d'être passionné de beauté, de produits pour pouvoir rejoindre Joli Moi et devenir styliste beauté. Et ensuite, je vous expliquerai aussi comment on met en place toute une mécanique de product testing pour pouvoir toujours avoir des effets de flow, d'informations qui sont back and forth entre la communauté, le client et les marques. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer justement ce fameux flux client, parce que ça fera plus de sens ensuite quand je vous parlerai des outils qu'on a mis en place. Donc, pour connaître ce client, ce dont on s'est aperçu, c'est que comme on est multimarque et qu'on a beaucoup de références, hein, plus de 2000 références aujourd'hui sur la plateforme Joli Moi, pour aider ces passionnés de beauté à avoir une expérience très personnalisée et pertinente pour le client final, qui chez Joli Moi peut être vraiment... alors, le cœur de cible, c'est 34 ans, une femme qui vit à peu près dans des petites, moyennes et grandes villes, mais tout type de peau, tout type de cheveux. Enfin, c'est vraiment très, très large et on travaille vraiment sur une approche très inclusive de la beauté où notre parti pris, c'est pas du tout d'être dogmatique et de dire, bah voilà, il faut faire comme ci, comme ça, mais au contraire d'aller identifier vraiment les attentes, les besoins des clients, à la fois en termes de peau, de cosmétiques, mais aussi en termes de lifestyle et d'être capable, at scale, donc avec un accompagnement hyper personnalisé qui passe par des outils de recommandation et une personne dédiée qui est ce styliste beauté. Donc, c'est un client, un styliste beauté. Donc, vous avez votre personal shopper à disposition 24/24, 7 jours sur 7. Et bien, pour faire ça, on s'est vite aperçu qu'il fallait vraiment créer des outils déjà pour créer des profils beauté. Donc, le client, en fait, comment il va interagir avec nos stylistes beauté? Le client chez Joli Moi, il peut rencontrer un styliste beauté sur Instagram, Facebook, TikTok à travers les contenus, les conseils, les avis produits que ce styliste beauté va pouvoir produire en toute indépendance. Il n'est pas payé et il n'est pas poussé à produire un contenu plutôt qu'un autre. Donc, c'est ça qui fait que l'expérience en plus est super authentique et qu'il y a une vraie relation affinitaire entre les audiences, les clients qui vont aller voir ces stylistes beauté et le styliste beauté lui-même. Un exemple très concret, Lise, qui travaille chez nous depuis 2 ans, elle travaille, elle travaille dans la culture et elle adore la beauté, elle est passionnée de ça et notamment de tout ce qui va être
la clean beauty, le zéro déchet, très engagée. Et ben Lise, elle a rejoint Joli Moi et puis elle poste régulièrement des contenus autour de ses thèmes favoris sur Instagram, Facebook. Et bien, les gens qui s'intéressent à cet thème en particulier, qui souhaitent consommer des produits qui font sens avec ce que Lise dit, vont contacter Lise. Et derrière Lise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer son client vers son site personnalisé. On a développé des sites personnalisés pour tous nos stylistes beauté indépendants et elle va pouvoir faire un Beauty Affinity au client. Le Beauty Affinity, c'est un chatbot qui est très agile, qui va accompagner le client en fonction de ses besoins et qui derrière va proposer une première lecture, une recommandation beauté avec l'identification de la peau, si le client souhaite avoir des conseils sur des produits pour la peau. Et ensuite, un match beauté entre le client et l'ensemble du catalogue. Donc, on a développé des algorithmes propriétaires qui vont screener l'ensemble des produits, des ingrédients, des couleurs quand c'est du maquillage et venir matcher ces produits de manière non biaisée avec le profil beauté du client. Et là, le styliste beauté, donc lui, il a une application dédiée qui va lui permettre en fait d'engager la conversation avec son client puisqu'il le connaît bien. Derrière, il a des outils de reco qu'on a créés pour lui qui en plus lui permettent d'être pertinent très vite, quel que soit son niveau de compétence. Et derrière, on va pouvoir engager des conversations. Donc, ces conversations, elles vont avoir lieu sur Instagram, sur les messengers, beaucoup, ou par téléphone, ou par mail, vraiment ce que le client préfère. Donc, notre capacité aujourd'hui à accompagner un client de manière ultra personnalisée, elle va aussi passer par les outils de communication. Et chez Joli Moi, notre conviction, c'est qu'il faut aller là où le client est, et plutôt que d'essayer de le forcer à suivre un funnel particulier. Et donc, nous, en gros, il vient sur le site de Lise, qui est hébergé sur jolimoi.com, il fait son Beauty Affinity, il a un match beauté et sa recommandation beauté, et derrière, il va interagir avec Lise. Il peut interagir avec Lise sur le site personnalisé de Lise, mais il va surtout interagir avec Lise en dehors du site jolimoi.com pour interagir, comme je vous disais, sur les messageries ou toute autre forme qui lui convient. Merci Isabelle. Le temps file très rapidement. On arrive au terme voilà, de cette présentation. On était ravis de vous avoir, ainsi que tous les intervenants. Donc, merci Isabelle, très bonne suite de journée. Merci à tous pour vos insights, pour tous ces feedbacks, tous ces retours d'expérience qui ont été très riches autour de ce thème du luxe, mode et de la beauté, son rapport aussi au e-commerce. Donc, très, très intéressant pour tous nos participants, on l'espère. On vous donne rendez-vous dans une minute, tout simplement, à ceux qui ont été invités à participer au Video Talk. Que je vous le rappelle, dans votre invitation se trouve un lien Google Meet par lequel vous allez pouvoir joindre un échange de 45 minutes animé par un analyste du Hub Institute qui va pouvoir débriefer l'événement et vous faire débriefer l'événement et échanger entre pairs sur des sessions de questions-réponses et de networking. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt au Hub Institute.